Dans sa vie antérieure, Sean HW a presque tout perdu. Il a vu le monde des arts martiaux sombrer dans le chaos. Il a livré d'innombrables combats et a fini par trouver la mort. Mais le destin lui a offert une seconde chance. Il est désormais de retour dans le passé. Et il est bien décidé à changer l'avenir, quel qu'en soit le prix. La première personne qu'il doit sauver est Tang So-wol, la plus jeune fille du légendaire clan Tang. Une jeune fille dont le destin était déjà scellé. Pour la protéger, Sean HW est prêt à devenir un véritable monstre aux yeux du monde entier. Une aura sinistre l'enveloppe, que même les grands maîtres redoutent. Mais derrière cette soif de sang se cache un homme qui souhaite simplement protéger celle qui lui est chère. Alors que ses ennemis le prennent pour un fou, So-wol commence à voir en lui une personne tout à fait différente. C'est précisément cette rencontre qui change le destin de tous les deux. Mais le passé n'a pas l'intention de lâcher Sean HW aussi facilement. Parviendra-t-il à réécrire l'histoire ou perdra-t-il à nouveau la jeune fille pour laquelle il est revenu? Tout commence par une belle journée ensoleillée. Dans une taverne locale bondée, les clients discutent entre eux par-ci et par-là. Un homme évoque une rumeur selon laquelle la plus jeune fille du clan Tang s'apprêterait à rejoindre le Murim. Et son ami lui demande s'il parle de Tang So-wol. L'homme chauve le confirme, ajoutant que la jeune femme possède des talents incroyables en arts martiaux et que, outre sa beauté époustouflante, son entrée dans le Murim est une nouvelle fracassante. Il ajoute que, d'après ce qu'il a entendu, elle serait née avec le légendaire physique empoisonné. Son ami est stupéfait et demande si ce physique empoisonné existe réellement. Mais l'homme chauve le rassure en expliquant qu'il ne s'agit que d'une rumeur non confirmée. Le chauve fait remarquer que beaucoup tenteraient de s'en prendre à une jeune fille voyageant seule en raison des rivalités du clan Tang. Mais il prévient que quiconque s'en prendra à elle le regrettera amèrement. À ce moment précis, notre héros termine son repas. Il complimente ensuite les raviolis et demande qu'on lui prépare une portion à emporter. Son sac de plats à emporter à la main. Il quitte l'établissement. Pendant ce temps, deux guerriers le fixent d'un air hostile. La scène se déplace alors vers un autre lieu. Notre héros marche à travers les montagnes, se disant que les rumeurs concernant la beauté et le physique empoisonné de Tang So-wol sont presque tout à fait exactes. Mais il y a deux choses qui clochent. La première erreur est qu'elle ne voyage pas seule, puisque plusieurs gardes secrets la suivent de près pour des raisons de sécurité. La deuxième erreur est que, bien qu'elle soit née avec ce physique particulier, la force de combat réelle de la jeune fille n'est pour l'instant pas du tout impressionnante. Notre héros scrute l'intérieur de la grotte obscure et se demande comment il peut affirmer tout cela avec une certitude absolue. Et la réponse à cette question est très simple. C'est parce que, hier encore, c'est lui qui a fini par enlever la célèbre et puissante Tang So-wol. Tout cela a commencé il y a longtemps, à une époque où notre héros était d'une cruauté sans borne. Le loup sanglant était l'un des surnoms terrifiants qu'on lui donnait autrefois. Le démon de l'épée était un autre des nombreux surnoms redoutés que le monde utilisait pour décrire sa terrible présence sur le champ de bataille. Il explique qu'il a pris les armes il y a 10 ans par pure faim, et qu'en atteignant le summum des arts martiaux par ses propres moyens, il n'a jamais fait preuve de pitié ni de chaleur humaine. Sans s'en rendre compte, il finit par devenir une figure redoutée sur tout le continent, entouré d'un véritable océan du sang de ses ennemis. Il n'avait plus faim, mais les rancunes accumulées au fil de batailles sans fin le hantaient. Et tel devait être son destin ultime en tant que démon de l'épée. Le démon de l'épée continua de régner en maître jusqu'à ce qu'un homme se proclamant démon céleste fasse enfin son apparition. Cet homme était-elle une catastrophe naturelle qui anéantit les sectes et les bandes qui s'opposaient à lui, ne laissant pas une seule pierre debout parmi les 5 grandes familles. Il était considéré comme le plus grand guerrier de tous les temps, ayant émergé à une époque où les factions rivales devaient s'allier simplement pour garantir leur survie mutuelle. Mais au terme de ce chemin semé de guerre et de destruction, le démon de l'épée finit par rencontrer Tang So-wol, surnommée l'impératrice de la brume empoisonnée. Comme elle était la seule survivante de son clan et qu'il n'avait jamais rien eu dans sa vie, il ne fallut pas longtemps pour qu'ils se rapprochent et tissent un lien solide. Au fil du temps, alors qu'ils passaient chaque jour ensemble, leur relation devint plus intime, au point qu'un soir, ils se montrèrent tous deux timides l'un envers l'autre. À la lueur de la pleine lune, le jeune homme lui demanda tristement si elle devait vraiment partir et suivre son propre chemin. Elle lui explique que la règle absolue de son clan est de rendre les faveurs au 10e et de venger les torts au 100e, affirmant qu'elle a le devoir de venger sa famille. Face à ces paroles fermes et empreintes de douleur, le jeune homme reste silencieux et se contente de la regarder avec un air profondément inquiet. Elle rit doucement et fait remarquer qu'autrefois, il se serait certainement plaint et aurait demandé si une règle de clan valait plus que sa propre vie. Il détourne le regard et répond qu'il sait simplement qu'elle n'abandonnerait pas sa mission de vengeance, même s'il essayait de lui dire quelque chose de ce genre. En entendant cette réponse pleine de compréhension de la part de son compagnon, la jeune fille est assez surprise et le regarde intensément. Elle avoue alors que l'affronter n'est pas un désir né d'une simple vengeance personnelle. Elle explique qu'avec ses compétences actuelles, elle peut sauver au moins une personne, lui, et dit qu'elle souhaite simplement que le jeune homme reste en vie à la fin de tout cela. Soudain, elle lui demande d'attendre un instant et de la regarder droit dans les yeux, s'apprêtant à lui révéler quelque chose d'important. D'un geste délicat, la jeune fille commence à écarter les mèches de ses longs cheveux blancs qui lui couvraient le côté du visage.
Elle dévoile alors une grande cicatrice de brûlure, sévère, qui recouvre près de la moitié de son visage, et le regarde avec timidité et hésitation. Loin de reculer, le jeune homme tend doucement la main et effleure tendrement le visage meurtri de la jeune fille à la lueur de la lune. Elle rougit complètement face à ce contact inattendu, mais le jeune homme l'interrompt fermement et annonce soudain qu'il va l'accompagner dans son voyage. Les yeux de la jeune fille s'écarquillent de stupéfaction, incapable de croire à la décision soudaine que le jeune homme vient de prendre. Elle le supplie, lui disant qu'il ne peut pas faire cela et qu'il n'a aucune raison de risquer sa vie. Mais il répond qu'il continue de croire que vivre vaut mieux que mourir. Il lui adresse un sourire chaleureux et ajoute qu'il ne pourrait tout simplement pas supporter de vivre dans un monde où elle ne serait pas là. Avec une détermination sans faille, le jeune homme lui assure qu'ils reviendront tous les deux sains et saufs de cette dangereuse bataille. La jeune fille ne peut se retenir et éclate de rire, avouant qu'elle trouve hilarant qu'il ait comparé sa situation à un tas d'ordures, ce qui met le jeune homme très mal à l'aise. Après avoir repris son souffle, elle lui sourit affectueusement et lui dit qu'elle pensait le connaître très bien jusqu'à cet instant. Le jeune homme se contente de répondre calmement que les gens ont tendance à changer avec le temps, et que cela vaut aussi bien pour lui que pour elle. Elle acquiesce et dit que dans ce cas, il semble qu'ils vont devoir refaire connaissance à partir de zéro. Posant tendrement sa main sur la sienne, avec un sourire malicieux, elle lui demande de la suivre, laissant le jeune homme perplexe et rougissant tandis qu'il demande où exactement ils vont. Elle se retourne avec un joli sourire timide et répond aussi naturellement que possible qu'il se dirige vers sa chambre. Elle ajoute qu'ils ont beaucoup de choses à se dire et que le faire ici semble un peu déplacé, ce qui laisse le jeune homme complètement déconcerté. Le souvenir se poursuit, dévoilant une magnifique vue nocturne du pavillon du clan Tang au milieu de la forêt. Elle lève les yeux vers le ciel et remarque que c'est enfin une nuit de pleine lune, mais que les nuages la cachent très bien. Elle dit en souriant que tous les bâtiments de son clan ont été réduits en cendres, mais précise que cela ne fait que faciliter la construction de nouveaux pavillons. Le jeune homme, perplexe, répète le mot, mais elle confirme joyeusement qu'elle parle bien de nouveaux pavillons. Elle propose que la prochaine fois, ils admirent ensemble la lune la plus brillante du monde depuis le toit de ces nouveaux pavillons. Le jeune homme esquisse un sourire doux et sincère, se sentant extrêmement heureux de la promesse qu'elle vient de lui faire. À cet instant, les nuages se dissipent enfin, révélant pleinement la beauté éclatante de cette pleine lune. Mais ce doux souvenir est brusquement interrompu par la vision horrible d'une blessure mortelle et sanglante, en plein cœur de la jeune fille, au milieu d'une terrible mare de sang, sous le clair de lune. Le démon céleste accepte le défi d'un ton froid et implacable. Désespéré et le cœur brisé, le jeune homme jure solennellement qu'il tiendra la promesse qu'il lui a faite. Elle apparaît chancelante, serrant sa poitrine gravement blessée, son propre sang coulant le long de ses vêtements, crachant même du sang et sur le point de rendre l'âme. La jeune fille adresse un dernier sourire serein de gratitude à son bien-aimé, consumé par une rage aveugle. Le jeune homme frappe violemment du poing le sol ensanglanté où gisent ses alliés tombés au combat. Il pousse un cri assourdissant de haine pure, jurant qu'il éliminera l'ennemi quoi qu'il en coûte, et charge en avant, l'épée à la main. Le démon céleste reste parfaitement immobile et calme tandis que le jeune guerrier bondit vers lui pour frapper depuis les hauteurs. Cependant, la contre-attaque est instantanée et dévastatrice, projetant le jeune homme directement sur le sol ensanglanté. Même gravement blessé et entouré d'une mer de sang, il tente de se relever et lève une nouvelle fois son épée avec beaucoup de difficulté. La narratrice déplore que ni sa technique de poison, ni son coup d'épée porté de tout son cœur, ni la douce promesse n'ait pu atteindre le méchant. Le jeune homme réalise enfin qu'il sombre définitivement dans cette immense mare de sang créée par tout le karma de sa vie violente. Il ferme les yeux, plein de regrets de ne pas avoir été assez fort pour sauver son amour et vaincre l'ennemi, tandis que ses regrets s'évanouissent dans les airs. Soudain, il se réveille en sursaut et émerge des eaux d'une rivière limpide, toussant et haletant désespérément pour faire entrer de l'air dans ses poumons. Il s'avère que sa mort était censée marquer la fin définitive de son histoire. Mais quelque chose de totalement inexplicable vient de se produire à cet instant précis. Il se met à tousser violemment et pose une main sur sa poitrine, réalisant qu'il n'y a pas la moindre blessure ni cicatrice de combat sur son corps. Le jeune homme regarde ses propres mains, complètement sous le choc et désorienté, se demandant ce qui bien peut lui arriver à cet instant. Il explique que, pour des raisons mystérieuses, il s'est retrouvé projeté 20 ans en arrière et a mis à profit toute son expérience de combat pour retrouver ses forces. Afin de gagner rapidement de l'argent, il a impitoyablement éliminé plusieurs factions criminelles locales qui semaient autrefois la terreur dans la région. De retour dans le présent, à l'intérieur de la grotte, il explique que son plan d'ensemble consistait à capturer et à immobiliser la jeune Tang Sowol pour assurer sa sécurité. Le jeune homme l'observe attentivement et se plonge dans ses pensées tout en analysant la situation actuelle de la jeune fille qui se trouve juste devant lui. Elle continue de fixer son ravisseur d'un regard extrêmement furieux, mais elle est également très rouge d'être ligotée de la sorte. Il se dit en son fort intérieur qu'elle semble bien différente de celle dont il se souvenait. Il en conclut avec surprise que c'est ainsi qu'elle était dans sa jeunesse. Il se rend compte qu'elle tente désespérément de parler malgré le bâillon et pousse un soupir en remarquant qu'il a oublié de lui retirer l'objet de la bouche. Avec précaution, le jeune homme retire enfin le bâillon en bambou de sa bouche, permettant ainsi à la jeune fille de respirer et de parler librement une bonne fois pour toutes.
Elle crache pour se dégager la bouche, et il l'avertit que crier ne servira à rien dans cette grotte isolée, ajoutant qu'elle ne pourra de toute façon pas briser le sceau énergétique. En entendant ces explications réalistes de la part du jeune homme, la jeune fille détourne le regard, l'air un peu inquiet, tandis qu'elle tente d'évaluer sa situation compliquée. Elle lui demande alors sans détour quel est son véritable objectif, lui demandant s'il ne craint pas les graves conséquences qu'entraînerait le fait de se faire un ennemi du clan Tang. Notre héros répond qu'il connaît très bien la règle de vengeance du clan et lui demande de laisser tomber ce ton formel. Mais elle se met en colère et hurle qu'elle n'en revient pas. Elle s'écrie qu'aucun jeune homme ne parle comme ça et l'accuse d'être un vieux maître déguisé qui l'a kidnappé juste pour assouvir un fétiche étrange et bizarre. Rouge de honte, elle lui demande désespérément s'il avait l'intention de s'emparer de son corps, affirmant l'avoir surpris en train de la dévisager de la tête aux pieds. À bout de patience face à tant d'accusations absurdes et infondées, notre héros décide d'agir rapidement et lui enfonce à nouveau le bâillon en bambou dans la bouche. Pour de bon. Il lui demande d'un air blasé si elle a toujours été aussi bavarde, tandis que la jeune fille est complètement outrée et grogne derrière le bâillon qu'il vient de remettre en place. Pour dissiper le malentendu, notre héros explique qu'il a bel et bien 15 ans et affirme que l'enlèvement avait pour seul but de la protéger. Elle a l'air assez surprise et pensive en entendant ces paroles. Pour essayer de savoir si le garçon dit la vérité, la jeune fille lui demande de qui il essaie de la protéger. Et notre héros admet qu'il ne connaît pas tous les détails, mais lui garantit que des gens sont à sa poursuite. Furieuse, la jeune fille demande qui donc aurait l'audace d'essayer de s'en prendre à une descendante directe du puissant et redouté clan Tang. Il répond qu'il ne s'attend pas à ce qu'elle le croie tout de suite, mais l'avertit que le temps révélera la vérité et lui demande simplement de suivre ses ordres. Elle reste silencieuse un bref instant, le regard pensif fixé sur le mur de pierre, le temps d'assimiler tout ce qu'elle vient d'entendre. Notre héros se souvient que, dans la chronologie d'origine, elle avait été prise en embuscade par des ennemis et avait utilisé un poison puissant pour s'échapper, ce qui avait fini par lui brûler la moitié du visage. Soudain, elle esquisse un sourire narquois et fait remarquer que, puisqu'il a des raisons de la garder en vie et en bonne santé, elle peut utiliser cela à son avantage. Elle prévient qu'elle n'est pas assez naïve pour croire l'histoire d'un ravisseur et assure qu'elle trouvera une faille pour s'échapper, affirmant qu'il n'obtiendra aucune rançon. Notre héros esquisse un léger sourire résigné et admet intérieurement qu'il avait oublié à quel point la jeune Tang So-wol pouvait être ridiculement têtue. Elle balbutie de peur et le menace, affirmant qu'il le regrettera amèrement s'il tente de lui imposer quoi que ce soit, tandis que le jeune homme se contente de la fixer en silence. Notre héros s'accroupit et lui dit qu'il ne l'en empêchera pas si elle décide de s'enfuir, mais lui demande si elle est sûre de ne pas se faire capturer à nouveau avec ses faibles compétences actuelles. La jeune fille est extrêmement indignée par sa remarque sarcastique sur ses compétences et lui crie dessus, exigeant de savoir ce qu'il voulait dire par là. Il la met au défi d'essayer d'abord de briser le sceau et elle rétorque avec colère qu'elle est tout à fait capable de se libérer d'un truc aussi simple que ça. Cependant, lorsqu'elle tente d'utiliser son énergie interne pour briser le sceau, elle se rend compte que c'est tout à fait impossible et se retrouve complètement sous le choc face à cette situation. Elle continue d'essayer frénétiquement de bouger, les mains attachées dans le dos, tandis que notre héros l'observe, la tête appuyée sur sa main, l'air blasé. Complètement épuisée et transpirant abondamment à cause de l'effort. Elle se met à bégayer et lui demande maladroitement d'attendre juste une petite minute. Notre héros lui demande d'un ton moqueur si les choses ne se passent pas comme elle l'aurait voulu. Et la jeune fille tente de le nier d'une voix extrêmement maladroite et embarrassée. Elle balbutie, lui demandant de relâcher ses points de pression. Mais le garçon refuse en riant, lui demandant pourquoi il aiderait quelqu'un qui essaie de lui échapper. Face à son refus ferme et enjoué, elle baisse la tête, vaincue, et se met à transpirer de nervosité, n'ayant aucun autre moyen de s'échapper. Elle balbutie, extrêmement gênée, et demande si, par hasard, elle pourrait utiliser ce pot de chambre qui se trouve là-bas, dans le coin de la grotte. Notre héros réagit avec une expression totalement figée et vide, assimilant la situation embarrassante qui vient de surgir à l'extérieur de la grotte. Les feuilles vertes des arbres se balancent doucement sous un ciel bleu ensoleillé parsemé de nuages blancs cotonneux. Le son apaisant d'une petite cascade résonne à travers la forêt, tandis que l'eau pure s'écoule doucement entre les rochers de la montagne, tandis qu'il attend devant l'entrée de la grotte. Le jeune homme se tient les bras croisés, attendant patiemment qu'elle finisse ce qu'elle a à faire. Soudain, elle l'interpelle maladroitement depuis l'intérieur de la grotte et lui demande ce qu'elle est censée faire du pot de chambre maintenant qu'elle a fini, ce qui l'agace légèrement. Le jeune homme se contente de pousser un soupir las et lui dit de laisser l'objet à l'intérieur, car il s'occupera lui-même de le nettoyer plus tard. Le narrateur remarque avec humour que la toute première impression entre les deux dans cette nouvelle vie semble avoir franchi un point de non-retour. Juste après, la jeune fille le surnomme malicieusement jeune héros d'une manière mignonne et avoue sans vergogne qu'elle a vraiment faim. Il se retourne lentement et la regarde de côté, le visage parfaitement sérieux et impassible face à ce changement soudain d'attitude. Le silence revient dans la grotte sombre tandis que les deux s'assoient dans des coins opposés, en gardant une distance de sécurité l'un par rapport à l'autre.
Il lui propose des pilules de jeûne pour calmer sa faim. Mais la jeune fille se plaint d'un ton agacé, affirmant que ce n'est pas de la vraie nourriture. Il lui explique que les pilules deviennent comestibles si on les fait tremper dans de l'eau. Mais elle s'écrie que ce n'est pas la question et se plaint qu'avant. Au moins, ils avaient des petits pains cuits à la vapeur. Le jeune homme la fixe en silence pendant quelques instants, l'air tout à fait sérieux et pensif. Il lui demande si elle se souvient de la façon dont il s'était comporté lorsqu'il l'avait capturée. Et la jeune fille marmonne qu'il a enfin admis qu'il s'agissait d'un enlèvement. Elle fait remarquer que, bizarrement, ses armes et ses poisons n'avaient pas fonctionné contre lui. Et le jeune homme lui demande comment, selon elle, il a survécu à ses poisons. Elle répond qu'elle pensait que c'était parce qu'il était un vieux maître. Mais il répète qu'il a 15 ans, ce qui l'amène à lui demander s'il a bu une tonne de vin anti-poison. Notre héros lui demande si elle sait combien coûte une seule bouteille de ce vin spécial. Et elle répond que 5 d'entre elles coûteraient environ un lingot d'argent. Aussitôt, la jeune fille écarquille les yeux, complètement sous le choc, alors qu'elle commence à rassembler les pièces du puzzle et à comprendre la vérité qui se cache derrière cette situation. Elle murmure, effrayée, en priant pour que ce ne soit pas ce qu'elle pense, tout en fixant le jeune homme d'un regard incrédule. Celui-ci, légèrement décontenancé, détourne le regard, une goutte de sueur perlant sur son front, sur le point d'avouer la vérité. Le jeune homme finit par rassembler son courage et avoue discrètement que la véritable raison pour laquelle il n'a pas rapporté de nourriture, c'est qu'il n'avait tout simplement plus d'argent. Il montre sa minuscule bourse, complètement vide, jetée sur le sol de la grotte, pour prouver qu'il ne lui reste vraiment plus un seul centime. La jeune fille lui demande d'un air méfiant combien d'argent il avait au départ, et le jeune homme répond calmement qu'il avait 4 lingots d'argent. Elle lui demande combien il a dépensé pour acheter le vin résistant au poison, et le jeune homme répond, la tête baissée, qu'il a dépensé 2 lingots d'argent. Elle lui demande combien de jours il comptait rester là-bas. Il répond 1 mois, et lorsqu'elle lui demande depuis combien de temps ils sont là, il répond 2 semaines. En entendant ces réponses absurdes, elle ne peut se retenir et lui crie en plein visage, lui demandant s'il est par hasard un parfait idiot. Elle se plaint qu'il a dû consacrer tout son cerveau aux arts martiaux et oublier le calcul élémentaire. Mais il répond qu'il y a toujours un moyen de tout arranger. Elle soupire d'agacement et lui dit d'arrêter de rêver et d'utiliser son argent. Ce à quoi le type rétorque qu'elle aurait dû le mentionner bien plus tôt. La jeune fille reste bouche bée, le visage sans expression, face à l'effronterie et à l'audace ridicule dont fait preuve le jeune homme. Il lui demande où se trouve l'argent et elle répond que la bourse est attachée à l'arrière de sa ceinture, lui demandant de lui libérer les bras. Le jeune homme lui dit de laisser tomber et ajoute qu'il va attraper la bourse lui-même, ce qui plonge la jeune fille dans la panique alors qu'elle lui crie d'attendre. Le jeune homme s'approche très près d'elle pour fouiller son dos, ce qui fait rougir la jeune fille intensément et lui coupe le souffle tant elle est gênée. Il se plaint que ses nombreuses armes cachées gênent la fouille et demande où se trouve l'argent, ce qui arrache un petit cri effrayé à la jeune fille. Complètement gênée et rougissant de honte, elle explique doucement que la bourse est cachée juste là, à l'arrière droit de sa taille. Elle ferme les yeux très fort, submergée par la honte et l'embarras, souhaitant que ce moment gênant se termine le plus vite possible. Bégayant sous l'effet d'une nervosité extrême, elle le supplie, les dents serrées, de bien vouloir trouver la bourse un peu plus vite. Finalement, la main du jeune homme l'atteint et saisit fermement la jolie bourse verte ornée de fleurs jaunes et de cordons rouges. Impressionné par le poids de la bourse, le jeune homme fait remarquer l'immense richesse des grandes familles tandis que la jeune fille s'effondre, épuisée, sur le sol. Elle hurle de rage et le traite de vieux pervers sans vergogne. Mais le jeune homme répète patiemment que rien de tout cela n'est vrai et lui demande d'arrêter. Le jeune homme lui fait savoir qu'il se rend au village et lui demande si elle a besoin de quelque chose. Mais la jeune fille marmonne avec colère qu'il fait semblant d'être généreux avec l'argent des autres. Elle exige des vêtements propres et un lit confortable, car elle trouve le sol bien trop dur. Et l'homme écoute tout cela calmement, promettant de garder ses demandes à l'esprit. Elle dit que le plus urgent, c'est un bon repas, et se plaint du goût horrible des petits pains cuits à la vapeur. Mais l'homme rétorque qu'il les trouvait plutôt bons. Elle a pitié de lui et lui dit que le fait de vivre aux pilules amaigrissantes a complètement détruit ses papilles gustatives, le laissant sans voix, incapable de répondre. Il lui dit de manger tout ce qu'on lui donne puisqu'elle est une victime d'enlèvement, ce qui fait paniquer la jeune fille et la pousse à s'excuser désespérément pour ne pas avoir à manger ces mauvais petits pains. La scène passe ensuite au village voisin, montrant plusieurs maisons traditionnelles et des gens marchant dans les rues sous un ciel radieux. Le jeune homme se promène incognito, coiffé de son chapeau de paille, sur le marché du village, achetant le nécessaire avec l'argent qu'il a pris à la jeune fille. Il explique que, comme il ne savait pas à quel moment précis Tang Sowol serait attaqué par ses ennemis, il devait agir avec la plus grande prudence. Il était déterminé à la garder en sécurité dans la grotte pendant au moins 1 mois, même en sachant qu'elle ferait difficilement confiance à un parfait inconnu comme lui. De retour à la grotte, elle se dit qu'elle ne croit pas entièrement à sa promesse de la protéger, mais admet que le regard de l'homme ne semble pas être celui d'une mauvaise personne. Curieuse, elle lui demande s'il en sait beaucoup sur elle, et l'homme répond simplement, d'un air pensif, que c'est un peu ça.
Elle fait remarquer que, contrairement à lui, elle ne sait absolument rien de sa vie ni de son passé. La jeune fille suggère qu'il serait juste qu'il lui parle un peu de lui, arguant que mieux se connaître est idéal pour instaurer la confiance entre eux. En entendant cette phrase familière, les yeux de l'homme s'écarquillent légèrement, et il est submergé par une intense vague de nostalgie et de souvenirs de sa vie antérieure. La narratrice se souvient que mieux se connaître était exactement les mots qu'elle lui avait répétés d'innombrables fois dans leur vie antérieure. Il se dit que même si, en raison des circonstances, la femme dont il se souvient et la jeune fille d'aujourd'hui semblent être deux personnes différentes, le sentiment reste le même. Quoi qu'il en soit, il sourit doucement et chaleureusement, heureux simplement parce qu'elle est toujours là, à ses côtés, telle qu'elle est vraiment. Alors qu'il traverse la forêt dense, les courses sur le dos, il remarque soudain une magnifique fleur violette qui brille au milieu d'un buisson le long du sentier. La scène revient aux abords de la grotte de montagne, entièrement baignée par une lumière solaire extrêmement vive et chaleureuse. En entrant, le jeune homme tient délicatement dans sa main la magnifique fleur violette qu'il accueillit en chemin, prêt à la montrer à la jeune fille. Elle fixe intensément la magnifique fleur violette qu'il tient dans sa main, l'air tout à fait sérieux et pensif. Elle balbutie, comme à son habitude, que lui offrir des fleurs, c'est aller trop vite à ce stade de leur relation. Mais le jeune homme, agacé, lui dit d'arrêter de se faire des idées saugrenues. Notre héros révèle qu'il s'agit d'une rare fleur violette, une herbe purificatrice de poison, laissant la jeune fille complètement émerveillée et stupéfaite par cette révélation. Il lui dit qu'elle devrait connaître l'herbe spirituelle qui double la puissance du poison, et elle lui demande, complètement abasourdie, où diable il a bien pu trouver cela pour s'en souvenir ainsi. En réalité, c'est elle qui avait découvert cette fleur dans le futur alors qu'elle fuyait ses ennemis, et il avait prévu de partir à sa recherche prochainement. Heureusement pour eux deux, il finit par repérer la précieuse fleur sur le chemin du retour, ce qui fait briller les yeux de la jeune fille d'une joie intense. Il lui demande si elle peut l'absorber, et elle balbutie, surprise de recevoir ce cadeau, se demandant comment il connaît sa constitution de l'esprit empoisonné. Il répond que ce n'est pas vraiment un secret, et elle cesse de se méfier de lui, admettant qu'il serait totalement inutile de douter d'une telle chose à ce stade. L'air déterminé, elle s'approche lentement de la fleur que le jeune homme tient dans sa main pour commencer le processus. Avec délicatesse, la jeune fille commence à absorber les propriétés de la plante spirituelle, effleurant doucement la fleur violette de ses lèvres tout en rougissant légèrement. Elle ferme doucement les yeux, l'air serein, et commence à humer et à ressentir de près l'essence de cette fleur. Le regard concentré, la jeune fille sort subtilement la langue pour effleurer une nouvelle fois le pétale violet et absorber son immense pouvoir. Elle émet des bruits de mastication tout en savourant la plante et laisse échapper un doux murmure, laissant le jeune homme complètement silencieux tandis qu'il observe la scène. Elle vante l'incroyable qualité de la plante et déclare qu'il lui faudra un mois pour l'assimiler, laissant le jeune homme stupéfait par la durée du processus. Elle explique d'un ton moralisateur que les arts du poison ne sont pas des tours de magie instantanés, et le jeune homme finit par se voir contraint de lui donner raison. La jeune fille affirme que manger des herbes spirituelles à jeûne provoque une indigestion et exige la nourriture promise, ce à quoi le jeune homme acquiesce immédiatement. Le jeune homme révèle qu'il a apporté les mêmes petits pains cuits à la vapeur que tout à l'heure et demande si cela lui convient, ce qui fait pâlir la jeune fille de dégoût sur le champ. Elle change rapidement d'attitude et fait semblant d'être ravie de la nourriture, ouvrant grand la bouche pour se faire nourrir d'une manière mignonne et exagérée. Notre héros s'assoit confortablement par terre et commence à la nourrir avec des baguettes tandis qu'elle accepte la nourriture sans se plaindre, ses mains étant liées, tandis qu'elle mâche joyeusement. Le jeune homme se dit en silence qu'un mois est un délai raisonnable pour une absorption sans danger de la plante, sans provoquer d'accident. Il se demande en silence ce qu'il doit faire exactement pendant la période où elle absorbe l'énergie de la plante. Soudain, la main du jeune homme s'immobilise en plein vol, alors qu'il tient la nourriture avec ses baguettes. Il fixe intensément la sortie de la grotte, laissant la jeune fille totalement déconcertée par sa réaction soudaine. Elle lui demande, surprise, pourquoi il a cessé de la nourrir. Mais le jeune homme lui demande calmement de se taire un instant. À l'extérieur de la grotte, les feuilles des arbres se mettent à tourbillonner à mesure que des vents violents et inquiétants se rapprochent. Il tend l'oreille avec une attention extrême vers le bruit des arbres qui se balancent à l'extérieur, confirmant que la menace qu'il attendait est enfin arrivée. Il s'excuse de l'interruption et lui demande de commencer immédiatement à absorber l'herbe purificatrice, la laissant effrayée sans qu'elle comprenne ce qui vient de se passer. Le jeune homme adopte un regard froid et perçant, prouvant qu'il est prêt pour le combat imminent qui va avoir lieu. À l'extérieur, un groupe de dangereux guerriers armés encercle l'entrée de la grotte, l'épée à la main et prêt à frapper le chef du groupe ennemi. Un guerrier mystérieux, au visage balafré, se dit en son fort intérieur que le grand jour de sa vengeance est enfin arrivé. Le vent souffle fort à travers la cime des arbres de la montagne rocheuse, présageant l'immense combat à mort qui va commencer. Les subordonnés du clan ennemi surveillent les lieux d'un regard sévère et cruel, attendant le signal de leur chef pour lancer l'assaut. Les autres guerriers armés restent eux aussi totalement concentrés sur l'entrée, impatients de capturer leur cible une bonne fois pour toutes.
Ils se mettent à marcher ensemble vers l'entrée de la grotte, où ils aperçoivent le jeune homme qui les attend déjà, l'épée à la main. Le jeune guerrier se place fermement devant Tang Sowol, son arme dégainée, prêt à la défendre contre toute menace. La jeune fille l'observe avec une profonde inquiétude depuis derrière son dos, tandis que le jeune homme conserve une posture froide et totalement inébranlable. Elle balbutie, inquiète, l'avertissant que l'absorption de la plante à ce moment-là pourrait provoquer une violente réaction interne dans son corps, et suggère qu'il tente d'abord de s'enfuir. Il répond de manière pragmatique que l'efficacité de la plante diminue avec le temps et qu'ils n'ont de toute façon aucun moyen d'éviter ce combat. Il affirme que la meilleure option est qu'elle absorbe l'herbe dès maintenant et qu'elle se batte en utilisant uniquement ses armes cachées. Et la jeune fille décide de faire confiance à son plan malgré sa peur. Il lui demande de ne pas s'inquiéter et lui garantit qu'il a un plan infaillible pour la ramener chez elle saine et sauve. Au bout du compte, le chef ennemi fait un pas décidé en avant sur l'herbe, se rapprochant encore davantage de l'endroit où les deux se sont réfugiés, le regard plein de fureur et de rancœur. Le chef adverse fixe la grotte d'un air menaçant, agrippant la poignée de son épée. L'homme balafré fait remarquer qu'il n'a jamais vu le visage de cet homme auparavant et souligne qu'il ne semble pas appartenir au célèbre clan Tang. Notre héros réagit avec un calme olympien et complimente sarcastiquement leur capacité à les avoir retrouvés dans cette cachette isolée. Le méchant révèle que le fait d'acheter régulièrement 2 petits pains avariés a beaucoup attiré l'attention et éveillé de sérieux soupçons au marché du village voisin. La jeune fille reste complètement silencieuse face à cette révélation, tandis que le jeune homme poursuit avec le plus grand sérieux, insistant sur le fait que le pain était bon. Le chef pointe son doigt vers la jeune fille et déclare qu'il a une affaire à régler avec elle, demandant pourquoi le jeune homme a décidé de jouer les gardes du corps. Il lui fait une proposition et promet de laisser le jeune homme partir en paix, sans la moindre égratignure, s'il accepte de leur livrer la jeune fille du clan Tang. Le méchant plisse les yeux et le fixe d'un regard extrêmement froid et dangereux, s'attendant à obtenir rapidement une réponse positive. Remarquant le silence provocateur et l'attitude hostile du jeune homme, le chef comprend que ce refus tacite constitue déjà sa réponse définitive. L'homme demande si le jeune homme a déjà entendu parler du titre de l'épéiste qui a tué 100 hommes, mais celui-ci répond sans émotion que c'est la première fois qu'il en entend parler. Il explique que ce titre appartenait à son maître, tué il y a 20 ans par le clan Tang, et qu'il en a désormais hérité pour venger la mort brutale de son mentor. Tang Sowol est envahi par un immense sentiment de culpabilité et d'inquiétude en entendant l'histoire de la vengeance de son adversaire contre sa propre famille. Notre héros se remémore que le maître du méchant était en réalité un monstre effroyable qui avait massacré des innocents, et que la punition infligée par le clan Tang était tout à fait justifiée. Les deux hommes restent debout à l'entrée de la grotte, sur leur garde, prêtant une oreille attentive à chaque mot prononcé par le chef adverse. Le chef déclare avec colère que, quels que soient les crimes commis ou ce que les autres en pensaient, cet homme restait son maître bien-aimé. Il se souvient avec tristesse que, lorsqu'il n'était qu'un pauvre orphelin, son maître était sa seule famille. Il lui avait donné à manger, un toit et lui avait enseigné les arts martiaux. Il raconte qu'avant l'attaque du clan Tang, son maître l'avait bâillonné et lui avait délibérément entaillé l'œil droit avec une lame tranchante. Il avait agi ainsi pour que le garçon passe pour un otage innocent de ce terrible épéiste, ce qui lui permettrait de supplier qu'on lui laisse la vie sauve et de survivre. Il explique que cette cicatrice douloureuse n'avait d'autre but que de garantir que son disciple imprudent puisse survivre exactement comme le maître l'avait prévu. Il souligne que tous ces hommes partagent le même désir de vengeance et cherchent à rendre au double toute la souffrance que le clan Tang leur a infligée par le passé. Il affirme que les rancunes et les inimitiés sont des liens de haine qui ne peuvent jamais être brisés, et demande à l'homme de comprendre son point de vue une bonne fois pour toutes. Face à cette révélation lourde et empreinte de haine, les deux hommes poursuivent leur chemin dans un silence absolu, pesant le sens des paroles de l'ennemi. Notre héros se dit qu'il ne le sait que trop bien, admettant que les êtres humains ne peuvent jamais échapper aux chaînes de la vengeance. Il pense qu'il n'y a ni héros ni méchants absolus sur Terre, et que les rancunes se transforment en une immense toile reliant la souffrance de chacun. Il serre la poignée de son épée de toutes ses forces, montrant qu'il connaît parfaitement les conséquences brutales qu'entraîne le fait de s'engager sur cette voie obscure. Il se souvient avec douleur à quoi ressemble le monde désolé qui attend ceux qui se perdent complètement au bout de cette terrible toile de haine réciproque. Le jeune homme prend un air profondément grave, déterminé à ne pas laisser le cycle de souffrance et de destruction se répéter dans cette nouvelle vie. Le chef ennemi demande au jeune homme de s'écarter s'il comprend la situation, l'avertissant qu'il ne souhaite pas créer davantage d'orphelins remplis de haine comme lui. En réponse à ces menaces, le jeune homme commence simplement à dégainer son épée lentement mais résolument, affichant ainsi son choix définitif de se battre. Il dégaine son épée lentement tandis qu'une brume sombre, dense et sinistre commence à s'écouler et à ruisseler directement de la lame de son arme. Une gigantesque mare d'énergie noire terrifiante s'étale sur le sol sous les pieds du jeune homme, laissant la jeune fille effrayée juste derrière lui. Les guerriers ennemis sont pris d'une sueur froide et le fixent, complètement sous le choc, sentant l'immense et irrésistible intention meurtrière qui émane de lui.
Ils se mettent à trembler de terreur, complètement intimidés par l'énergie effrayante et étouffante qui jaillit violemment du jeune épéiste. Il reste figé dans sa posture de combat, tenant l'épée à deux mains et gardant une concentration froide et implacable sur le combat. L'un des subordonnés, incapable de supporter l'immense pression spirituelle, tombe à plat sur les fesses et se met à avoir des hauts le cœur désespéré, par pure terreur. Même le chef expérimenté du groupe ennemi se met à transpirer nerveusement, se demandant, sous le choc, ce qu'est donc cette énergie écrasante. Tang Sowol l'observe de dos, profondément inquiet et déconcerté par la quantité absurde d'énergie interne et d'intention meurtrière dont il fait preuve, les yeux brillants d'un rouge vif. Il décide d'utiliser toute sa force inébranlable pour briser tout cycle inévitable de vengeance. Sans perdre de temps, il lance deux petits objets sphériques directement sur le sol devant les ennemis, les faisant rebondir dans un bruit sec. Un gigantesque nuage de fumée blanche explose soudain devant tout le monde, effrayant les adversaires et masquant complètement la vue sur les lieux. Les ennemis paniquent, criant qu'il s'agit de fumée toxique, et ordonnent à tout le monde de se couvrir immédiatement le nez et la bouche pour se protéger. Le chef du groupe inspire un peu d'air, se couvre le visage de la main, et se rend rapidement compte qu'il ne s'agit en réalité pas de fumée toxique. Au milieu de cet épais écran de fumée, plusieurs poignards acérés se mettent à fuser à grande vitesse directement vers les ennemis qui ne se doutent de rien. Les subordonnés se font transpercer de plein fouet par les poignards tranchants, crachent du sang et tombent morts les uns après les autres sur le sol de la forêt. Le chef hurle un avertissement, expliquant qu'il ne s'agit que d'un simple écran de fumée et que la véritable attaque provient d'armes dissimulées, ordonnant à tout le monde de se défendre. L'un des guerriers ennemis tente de se moquer de la futilité de cette attaque surprise, mais finit par être mortellement touché au cou par un coup précis. Le guerrier rouge écarquille les yeux, pris d'un désespoir et d'une horreur absolue, en voyant le sang de son camarade lui éclabousser le visage, telle une véritable silhouette fantomatique aux yeux rouges incandescents. L'homme émerge de la fumée et se rue sans relâche sur eux. Le rouquin hurle de rage et tente de porter un coup d'épée de toutes ses forces, cherchant à toucher l'intrus à tout prix. L'homme esquive agilement l'attaque et assène un coup d'épée précis et mortel, terrassant l'ennemi rapidement et silencieusement. Puis, il effectue une pirouette magistrale et exécute un autre coup dévastateur et sanglant, éliminant ainsi un autre adversaire qui tentait de s'approcher. Il conserve une expression froide et concentrée comme un laser pendant le combat, montrant que son esprit est parfaitement calme même au milieu de ce carnage. Submergé par une rage incontrôlable, le chef ennemi pousse un rugissement effrayant, empreint de haine pure, et se prépare à attaquer de toutes ses forces. Le chef bondit et assène un coup d'épée écrasant de haut en bas. Mais le jeune homme réagit rapidement et par l'attaque, générant une onde de choc. Tout en combattant, le chef crie à ses subordonnés encore en vie qu'il s'occupera de lui, ordonnant aux autres de capturer la jeune fille immédiatement. Les autres guerriers semblent un peu hésitants au début, mais confirment fermement l'ordre du chef et se précipitent en direction de Tang Sowol. L'un d'entre eux court à toute vitesse à travers la végétation de la forêt, laissant derrière lui un nuage de poussière alors qu'il tente d'atteindre sa cible prioritaire. Conscient du mouvement de son adversaire, le jeune homme esquive le chef et glisse rapidement sur le sol pour revenir défendre la jeune fille près de la grotte. Une énergie sombre, dense et terrifiante commence à émaner du corps de l'homme alors qu'il adopte une posture défensive extrêmement dangereuse devant elle. Le chef adverse l'observe avec surprise et fait remarquer que, à en juger par son énergie sinistre, cet homme est loin d'être un cultivateur orthodoxe. Il se demande pourquoi quelqu'un issu de la voie impie risquerait sa propre vie pour protéger l'héritière du clan Tang par simple loyauté. Le jeune homme répond froidement qu'il n'agit pas par loyauté, affirmant que l'ennemi ne comprendrait guère ses raisons même s'il les lui exposait. En entendant cette réponse énigmatique et glaciale, le chef ennemi recule légèrement et est pris d'une sueur froide due à l'appréhension. Un torrent colossal et terrifiant d'énergie noire et rouge jaillit autour de lui, plongeant les lieux dans une atmosphère de mort et de destruction pure. Il prévient que les épéistes s'expriment à travers leurs lames et menaces. Quiconque ne le comprendrait pas serait simplement fauché et mourrait sur le champ. À l'intérieur de la grotte protégée, la fumée noire issue de l'énergie de l'homme commence à se répandre à l'entrée, masquant la vue sur ce qui se passe à l'extérieur. Il apparaît, se tenant imposant au milieu de la grotte, son épée à la main, tandis que la fumée noire et dense commence lentement à se dissiper autour de lui. La jeune fille le fixe, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte, complètement sous le choc. Complètement abasourdi par la puissance monstrueuse dont fait preuve l'homme. Il lui demande pourquoi elle a cette air ahuri, puisqu'il l'avait prévenu auparavant. Mais elle lui répond en hurlant qu'il est impossible de ne pas être choqué par cela, tout en rangeant son épée dans son fourreau. Il explique calmement que sa technique combine l'intention meurtrière et l'énergie interne pour renforcer les réflexes et les capacités physiques. Il lui garantit qu'elle n'a pas à s'inquiéter d'une éventuelle déviation d'énergie. Mais la jeune fille balbutie avec hésitation, demandant si elle peut vraiment faire confiance à quelque chose d'aussi inédit. Il affirme avec une conviction absolue qu'elle peut lui faire aveuglément confiance, car il a dépassé depuis longtemps le stade du contrôle de cette énergie.
La jeune fille l'observe en silence, le regard doux et pensif, commençant à voir cet homme sous un tout autre jour. La scène bascule sur les deux personnages se déplaçant à grande vitesse, à travers les arbres de la vaste forêt dense pour sortir de cette zone de danger. Tang Sowol bondit dans les airs avec une agilité incroyable et tire une rafale de ses aiguilles empoisonnées cachées directement sur les cibles. Plusieurs adversaires qui tentaient de les poursuivre sont touchés de plein fouet par les aiguilles empoisonnées et s'effondrent sur le sol de la forêt, gémissant de douleur à cause de leurs blessures. Elle se dit en son fort intérieur que, bien qu'elle ignore quel genre de vie cet homme a mené, elle est certaine qu'une personne dotée d'une telle énergie violente n'a jamais connu la paix dans sa vie. Elle décide que s'il s'efforce tant de la protéger, elle a l'obligation morale de lui rendre au centuple toute cette immense gentillesse à l'avenir. Le regard plein de détermination et d'inquiétude. Elle prie en son fort intérieur pour que le jeune guerrier reste en parfaite sécurité au combat. Le chef des envahisseurs charge, attaquant avec son sabre, afin de ne jamais avoir à renoncer aux règles absolues du clan Tang. Notre héros observe l'attaque. Ses yeux rouges brillent intensément. Leurs lames s'entrechoquent violemment, projetant des étincelles sous la force de l'impact. Ils se fixent du regard à bout portant tout en maintenant le contact direct entre leurs épées. Le choc les repousse rapidement l'un de l'autre, les faisant reculer de quelques pas. Les adversaires prennent de la distance et se repositionnent sur le flanc de la montagne. Le chef admet avoir été surpris par cette aura inhumaine, mais affirme que le talent du jeune homme n'est que de premier ordre. Il continue de le taquiner, affirmant que celui-ci doit déjà sentir les limites de son propre royaume spirituel. Notre héros réfléchit au royaume et se dit qu'au final, un coup d'épée en plein cœur tue n'importe qui de la même manière. Le chef ricane, affirmant que le jeune homme parle comme s'il pouvait réellement l'atteindre avec ses coups. Soudain, une énergie rouge intense commence à envelopper complètement la lame du sabre du chef. Notre héros reconnaît la technique du chi du sabre, qui est très différente de son état actuel consistant à émettre de l'énergie à l'extérieur de son corps. Cette technique canalise l'énergie exclusivement dans la lame et ne peut être utilisée que par ceux qui ont atteint le royaume suprême. Mais le jeune homme reste imperturbable, se disant qu'il a déjà entièrement déchiffré le style d'escrime de son adversaire. Il se précipite en avant à une vitesse fulgurante et engage un nouvel affrontement direct contre le chef adverse. Le chef tente de porter un coup puissant, mais le jeune homme se déplace avec agilité pour esquiver l'attaque. Il commence à échanger des coups rapides et brutaux, remplissant l'air du bruit du métal qui s'entrechoque. Le jeune homme parvient à se faufiler à travers la défense de son adversaire grâce à un mouvement extrêmement risqué. Le chef est totalement surpris et effrayé lorsqu'il réalise à quel point la contre-attaque est proche. Il effectue un saut périlleux arrière pour échapper au coup mortel de son adversaire. Dès qu'il touche le sol, le chef serre fermement son arme, gardant un regard vigilant sur le jeune homme. Sans laisser le temps à son adversaire de reprendre son souffle, le jeune homme bondit vers lui, enveloppé de fumée noire. Les deux énergies opposées s'entrechoquent violemment dans les airs, créant un spectacle véritablement destructeur. Même avec le visage égratigné et ensanglanté, notre héros ne montre aucun signe de douleur. Le jeune homme subit plusieurs entailles profondes sur tout le corps lors des affrontements incessants entre les lames. Le chef se demande ce qui ne va pas chez ce gamin qui ignore complètement ses propres blessures. Cependant, en y regardant de plus près, l'homme se rend compte qu'il ne s'agit pas de pure folie. Il remarque que le jeune homme esquive de justesse des coups mortels et maîtrise cette soif de sang. Le combat s'intensifie encore davantage, faisant voler en éclats le sol autour d'eux sous la force des impacts des épées. Le chef commence à se sentir mis sous pression par la persévérance implacable et féroce de son jeune adversaire. Il tente de se convaincre que ce gamin n'est manifestement qu'un guerrier de premier ordre, mais il se demande pourquoi il a l'impression d'être lui-même traqué par une présence aussi monstrueuse. Même face à cette peur écrasante, l'homme refuse d'accepter la défaite aussi facilement. Au prochain choc des armes, le sabre du chef se brise sous l'effet de l'impact violent. Le chef hurle avec rage qu'il est déjà parfaitement habitué à ce niveau d'intention meurtrière. Il se précipite en avant, déterminé à attaquer son adversaire, même en n'utilisant que le morceau restant de sa lame. Le chef parvient à enfoncer la pointe du sabre brisé directement dans la poitrine du jeune homme. Bien que gravement blessé, notre héros reste immobile et calme, planté exactement au même endroit. L'intrus écarquille les yeux, incapable de croire ce qu'il voit juste devant lui. Il tente de reculer, mais se rend compte avec désespoir que son corps est complètement paralysé et incapable de bouger. Plusieurs tentacules d'énergie noire jaillissent du sol et immobilisent l'homme tandis que le jeune homme le fixe droit dans les yeux. Le chef maudit le jeune homme en réalisant que son intention meurtrière précédente n'était pas le fruit de toute sa puissance. Notre héros répond calmement que les griffes doivent rester cachées jusqu'au moment précis où il faudra trancher la gorge. Le jeune homme serre encore plus fort la poignée de son épée, se préparant à porter le coup décisif. Le chef hurle que si le jeune homme continue à utiliser une telle aura, il ne connaîtra jamais une mort paisible à l'avenir. Sans hésiter une seule seconde, le jeune homme enfonce profondément sa lame dans la poitrine de son adversaire. L'homme crache une immense quantité de sang par la bouche tandis qu'il sent la vie le quitter. Notre héros répond qu'il ne le sait que trop bien. Après tout, il est déjà mort une fois par le passé. Le paysage montagneux apparaît calme et serein sous le ciel bleu. Une fois le combat à mort terminé,
Ailleurs dans la forêt, un coup violent s'abat de plein fouet sur le visage de l'un des ennemis restants. Pendant ce temps, Tang Sowol continue de courir à travers la forêt tout en essayant d'esquiver les ennemis qui la poursuivent. Elle se rend compte qu'elle a utilisé sa dernière arme cachée et se demande si elle devra lancer des pierres si d'autres ennemis apparaissent. Soudain, elle marche sur une branche sèche qui se brise dans un grand craquement. La jeune fille perd complètement l'équilibre et pousse un cri de surprise en tombant du haut de l'arbre. Elle dégringole violemment sur le sol en pente, se retrouvant temporairement vulnérable. Ses poursuivants aperçoivent sa chute et s'écrient que c'est l'occasion rêvée de la tuer. Tang Sowol tente de se remettre rapidement sur pied en glissant sur le sol pour mettre de la distance entre eux. Elle lève les yeux, le regard empreint de panique, en voyant les ennemis se rapprocher rapidement. Plusieurs guerriers sautent simultanément depuis les branches, l'épée à la main, prêts à porter le coup fatal. Acculée au sol, la jeune fille réalise qu'elle n'a plus nulle part où fuir face à cette attaque conjointe. Elle présente mentalement ses excuses au jeune héros, sachant qu'elle va devoir recourir à ses techniques de poison interdites. Soudain, une épée tournoyante fend les airs et se plante directement dans le front de l'un des assaillants. L'homme s'effondre mort sur le sol, laissant l'autre subordonné complètement sous le choc de ce qui vient de se passer. Tang Sowol elle-même est surprise et lève les yeux, essayant de comprendre d'où venait cette attaque salvatrice. Elle aperçoit l'homme qui tombe du ciel tel un véritable démon, envahi par une rage sombre et effrayante. Le jeune guerrier atterrit avec une brutalité extrême juste devant le dernier ennemi qui tente de l'attaquer. L'intrus hurle de rage et tente de lever son épée dans un geste désespéré contre notre héroïne. En une fraction de seconde, l'homme assène un coup si rapide et si brutal qu'il démembre complètement son adversaire. Le regard froid et imperturbable, le jeune homme se retourne lentement, sous l'effet de sa terrifiante technique de combat. Les autres survivants du groupe d'envahisseurs restent complètement paralysés par la terreur face à cette présence écrasante. Incapable de supporter la pression spirituelle meurtrière qui se dégage de lui, les hommes s'effondrent à genoux et perdent toute force de combat. Le jeune homme fait un pas lent et intimidant vers eux, laissant une profonde trace d'énergie sur le sol. Il se tient majestueusement, l'épée à la main, tandis qu'une fumée noire s'étale autour de lui, les yeux brillants d'une teinte rouge sang. Il avertit froidement que quiconque franchira cette ligne mourra. Les survivants tremblent et se serrent la gorge, presque à court d'air à cause de cette terrible pression. Des pas fermes se mettent à résonner dans le silence de la clairière, annonçant l'arrivée d'une nouvelle personne. Cependant, le garçon ajoute froidement que même s'ils ne franchissent pas la ligne, chacun d'entre eux mourra sur place. La journée reste lumineuse et ensoleillée au-dessus des montagnes luxuriantes, contrastant avec l'atmosphère tendue qui règne sur les lieux. Un homme extrêmement habile bondit avec une agilité incroyable entre les hautes branches des arbres. C'est un guerrier vêtu d'une robe verte qui avance à toute allure, le visage marqué par une grande inquiétude. Il pense désespérément à Sowol, espérant de toutes ses forces que sa plus jeune fille soit saine et sauve. Il se souvient comment elle a été élevée comme un joyau précieux et avoue avoir failli perdre la raison en apprenant son enlèvement. Grâce à des renseignements obtenus auprès de la secte des mendiants, il a réussi à découvrir qu'elle avait été emmenée dans cette montagne. Il sait très bien que tout cela n'était qu'une cruelle vengeance visant le clan Tang. Alors qu'il court, l'homme se met soudain à humer l'air ambiant avec beaucoup d'attention et de méfiance. Il perçoit une forte odeur de sang dans la forêt et se demande avec horreur si la terrible bataille a déjà commencé. En débouchant dans une clairière, il commence à tomber sur plusieurs cadavres d'envahisseurs gisant au sol. Un peu plus loin, le guerrier aperçoit d'autres cadavres coupés en deux avec une précision terrifiante. Il trouve étrange que, alors que les premiers présentaient des traces d'armes dissimulées, les autres aient été tués uniquement à l'épée. Il fixe son regard devant lui, le cœur battant à tout rompre, sentant une présence extrêmement intimidante à proximité. L'homme se précipite à toute vitesse vers la source de cette aura sinistre qui émane des bois. En arrivant dans la clairière, il aperçoit enfin le jeune homme qui se tient dos à lui, au milieu de dizaines de cadavres. L'homme à la robe verte observe la scène dans un silence absolu, essayant de comprendre ce qui s'est exactement passé là. La fumée sombre d'une énergie sinistre continue de flotter lentement autour du corps du mystérieux jeune homme. Il remarque que l'intention meurtrière de ce dernier est identique à celle d'un maître chevronné ayant passé toute sa vie à ôter la vie. Le jeune homme reste immobile, dos aux visiteurs, conservant une garde impeccable et extrêmement dangereuse. Rompant le silence tendu, l'homme demande d'un ton grave. Que s'est-il réellement passé ici? Mais avant même qu'il n'ait le temps de réagir, les tentacules d'énergie noire de l'homme l'immobilisent complètement. Il se retrouve totalement piégé et incapable de réagir face à une telle rapidité d'incantation. Notre héros se tourne de profil et le fusille du regard. Ses yeux rouges brillent intensément au milieu de sa rage. Le père de Sowol observe la réaction agressive et hostile du jeune homme aux yeux rouges. Il remarque que le jeune homme semble consumé par la soif de sang, et que montrer les griffes sans évaluer l'adversaire est tout sauf judicieux. D'un mouvement rapide, l'homme brise facilement les liens d'énergie noire qui le retiennent. Il exige une réponse immédiate pour savoir ce qui a bien pu se passer, tandis que le jeune homme commence à vaciller. À ce moment-là, une voix féminine hurle, demandant au jeune héros de cesser immédiatement le combat. L'aura rouge foncée se dissipe complètement, révélant à nouveau le ciel bleu limpide. Le père de Sowol observe la scène avec surprise, face au changement radical d'attitude du jeune homme. À court d'énergie et complètement épuisé par le combat, le jeune homme se met à vaciller sous l'effet de la fatigue.
Il perd complètement connaissance et s'effondre en arrière, n'ayant plus la force de rester debout. Tang So-wol court désespérément et parvient à le rattraper avant qu'il ne heurte le sol en pierre. Elle le serre dans ses bras, le visage marqué par une profonde inquiétude. La jeune fille lève alors les yeux et tombe sur la silhouette imposante qui se dresse devant elle, les yeux écarquillés de surprise. Elle reconnaît enfin son propre père, juste là, devant elle. L'homme pousse un soupir de soulagement et appelle par son nom sa Benjamin bien-aimée. Le père reste là, complètement déconcerté par la situation, tandis que la jeune fille tente désespérément de réveiller le garçon inconscient. Notre héros se réveille doucement et marmonne qu'il la voit très bien, lui demandant d'arrêter de crier. En apprenant que tous les ennemis ont été vaincus par lui, elle avoue qu'elle a failli mourir de peur en le voyant se battre sans se soucier de sa propre vie. Le père observe la scène avec un air perplexe, surpris par la force de volonté incroyable de ce jeune homme. Il se demande comment le jeune homme a réussi à contrôler et à réprimer si rapidement cette pure intention meurtrière. Tang So-wol esquisse un doux sourire en voyant que son protecteur est enfin hors de danger. Elle lui rappelle sa promesse de lui révéler son vrai nom dès qu'il serait sorti sain et sauf de cette montagne. Elle se plaint sur le ton de la plaisanterie que c'était frustrant de ne pas connaître son nom et lui demande s'il compte toujours le cacher. Notre héros la fixe d'un air calme tandis qu'il assimile les paroles de la jeune fille. Il finit par céder et lui révèle doucement que son vrai nom est Chon Hw. La scène se concentre sur le ciel limpide, lui redonnant un sentiment de paix qu'il avait depuis longtemps oublié. Chon Hw se souvient de sa vie passée, où il se reposait paisiblement sur les genoux de So-wol dans un champ fleuri. À l'époque, leur seul objectif était de parvenir à survivre aux attaques impitoyables du démon céleste. Il se dit que tout le monde vivait dans un brouillard de sang et se demande depuis combien de temps il n'a pas pu se reposer ainsi. Il tente de se rappeler quand, pour la dernière fois, il a pu sentir la douce chaleur du soleil sur sa peau. Quelque temps plus tard, Chon Hw se réveille allongé dans un lit confortable, le corps entièrement recouvert de bandages. Encore un peu désorienté et somnolent, il se demande où il se trouve exactement. Il tourne la tête en entendant le bruit d'une porte en bois qui s'ouvre lentement à côté de lui. Tang So-wol entre délicatement dans la pièce, le regardant avec une expression douce. Elle lui sourit gentiment et lui demande si le jeune héros Chon a enfin réussi à se réveiller. Le jeune homme l'observe en silence pendant un moment, reprenant lentement ses esprits. Il essaie de se lever en gémissant de douleur, mais elle panique et lui dit de se recoucher pour que ses points de suture ne s'ouvrent pas. Malgré ses avertissements, il se redresse et répond que rester allongé à ne rien faire ne correspond pas à sa nature. Il demande où il se trouve, et la jeune fille sourit en répondant qu'il n'y avait aucun autre endroit sur où aller. Très fière, elle lui souhaite la bienvenue dans la résidence principale du clan Tang du Sichuan. Le domaine du clan s'avère gigantesque et imposant, regorgeant de magnifiques bâtiments traditionnels. Chon Hw observe les environs de la chambre luxueuse avec un air pensif et curieux. Il marmonne, comprenant la situation, et se sent soulagé qu'il soit rentré sain et sauf. Tang So-wol le regarde avec tendresse, le cœur rempli d'une sincère gratitude pour tout ce qu'il a fait. Elle tire doucement une chaise en bois pour s'asseoir juste à côté du lit du jeune homme. Il se lamente à l'idée qu'il va se retrouver avec encore plus de cicatrices. Mais elle plaisante en disant que les cicatrices sont des médailles d'honneur pour les guerriers. Juste après, elle s'excuse tristement, exprimant ses regrets. Celle avait été plus forte. Il n'aurait pas été aussi gravement blessé. Chon Hw se contente de l'écouter en silence, sans montrer le moindre signe de ressentiment ou de colère. La jeune fille garde les yeux baissés, visiblement rongée par la culpabilité face à l'état de faiblesse du jeune homme. À la grande surprise de la jeune fille, la main du jeune homme se tend doucement pour écarter une mèche de cheveux de son visage. Elle reste complètement abasourdie, les joues rougissantes face à cette soudaine marque d'affection de la part de son protecteur. Chon Hw lui fait remarquer avec douceur qu'elle a elle aussi fini par se blesser au visage. Elle est extrêmement gênée. Son visage s'empourpre rapidement sous l'effet de cette proximité physique. Bégayant beaucoup, elle explique qu'elle s'est blessée uniquement parce qu'elle a trébuché toute seule, et demande au jeune héros de ne pas se sentir coupable. Il accepte cette réponse avec compréhension, se réjouissant que la blessure ne soit pas grave du tout. Tang So-wol se caresse tendrement la joue tout en l'observant en silence. Soudain, elle se met à glousser doucement, laissant le jeune homme totalement perplexe, ne comprenant pas la raison de son rire. Elle fait remarquer qu'elle vient de réaliser que la situation et leur rôle se sont complètement inversés. Il a l'air perplexe, et elle plaisante en disant que c'est désormais lui qui est pratiquement séquestré dans la résidence du clan Tang. Elle annonce fièrement qu'il bénéficiera des meilleurs soins médicaux et de la meilleure nourriture pour qu'il se rende compte à quel point la vie dans la grotte était horrible. Chon Hw l'écoute avec un air hilarant d'ennui face à tout son enthousiasme. Il lui demande si elle sait réellement ce que signifie être kidnappée. Mais elle lui demande d'oublier les détails. Quelqu'un frappe légèrement à la porte et appelle respectueusement So-wol depuis l'extérieur. La voix annonce que le patriarche et chef de la famille Tang vient d'arriver pour une visite. La grande porte coulissante en bois s'ouvre lentement, dévoilant la présence du visiteur. Le père de So-wol entre dans la pièce, la posture droite et extrêmement imposante. Il explique qu'il est venu prendre des nouvelles du jeune homme et se dit soulagé de le voir se réveiller si rapidement. Chon Hw l'observe attentivement de son regard perçant habituel.
Cet homme est Tang Jinchong, le grand chef du clan Tang, également connu sous le nom de roi du poison. Le jeune homme le remercie pour les soins prodigués, mais le chef minimise l'importance de ceux-ci, affirmant que ses blessures internes et ses méridiens n'avaient rien de grave. Il ajoute que même les coupures étaient déjà en train de cicatriser d'elles-mêmes, se disant très soulagé par son rétablissement rapide. Il dit que le jeune homme devrait remercier Sowol de s'être occupé de lui sans quitter la chambre, ce qui met la jeune fille dans l'embarras. Le patriarche demande au jeune homme de se concentrer uniquement sur son rétablissement et lui fait savoir qu'ils s'entretiendront officiellement dans un mois. Sowol pousse son père dehors tout en balbutiant nerveusement, disant à l'homme d'aller se reposer une bonne fois pour toutes. Elle ferme rapidement la porte coulissante pour éviter toute nouvelle situation embarrassante causée par son père bavard. En se retournant, elle remarque que Chon HW la fixe avec un sourire amusé, ce qui la rend encore plus troublée. Il repense au fait qu'elle a changé tous ses pansements, tandis que Sowol hurle dehors, le visage rouge de honte. À l'extérieur, le patriarche marche avec une expression plutôt pensive et concentrée. Il avance calmement dans l'immense et luxueux couloir en bois de sa grande demeure. L'immense complexe immobilier du clan Tang se dresse fièrement à l'horizon sous un soleil éclatant. Quelques jours plus tard, Sowol continue de s'occuper avec diligence des pansements sur le bras du jeune homme. Plus tard, Chon HW réapparaît enfin, guéri, vêtu d'une robe blanche propre et confortable. Sowol bavarde avec lui de manière décontractée, assise sur une chaise à côté de son lit. Elle laisse échapper un petit rire adorable et plein de joie en voyant que son ami va parfaitement bien. Chon HW esquisse un sourire, savourant ce rare moment de paix authentique. Le patriarche du clan Tang traverse le jardin et observe les deux jeunes gens discuter joyeusement à travers la fenêtre. Il affiche une expression sereine et fière en voyant le bonheur de sa fille bien-aimée. Chon HW apparaît vêtu d'une élégante robe de banquet noire, l'air un peu surpris. Une immense et somptueuse table de banquet regorge d'une grande variété de délicieux plats traditionnels. Le patriarche invite le jeune homme à prendre place à table pour célébrer son excellent rétablissement. Il l'encourage à se servir avant que les différents plats ne commencent à refroidir sur la table. Chon HW savoure ses mets raffinés et se dit qu'il n'a jamais vu de banquet comme celui-ci dans sa vie antérieure. Sowol lui propose gentiment de l'aider à désosser un poisson cuit. Son père les interrompt pour leur donner des conseils culinaires et leur expliquer la bonne façon de découper le poisson. Il ferme les yeux avec satisfaction, faisant preuve d'une connaissance approfondie de l'art culinaire. Le chef dit au jeune garçon de continuer à manger et commence à exprimer officiellement sa gratitude au nom du clan. Il remercie Chon HW avec une sincérité et un respect extrême pour avoir protégé Sowol. Le jeune homme se contente de fermer légèrement les yeux et répond calmement qu'il ne l'a pas fait gratuitement. Le chef sourit et dit « La loi des reins du clan Tang exige que toute dette considérable soit remboursée 10 fois plus. » Chon HW esquisse un petit sourire doux et sincère en entendant cette généreuse promesse du patriarche. Il explique qu'il a pris les armes uniquement pour pouvoir déguster des mets aussi succulents que ceux qui se trouvent sur cette table. Chon HW avoue qu'il ne peut ni imaginer ni désirer quoi que ce soit d'autre, ce qui amène le patriarche à lui demander s'il n'a vraiment aucun autre souhait. Cependant, le jeune homme ajoute que s'il ne pouvait formuler qu'un seul autre souhait dans la vie, ce serait simplement d'avoir quelqu'un avec qui partager des repas comme celui-ci, tant à présent qu'à l'avenir. Tang Sowol l'observe en silence, l'air à la fois surpris et ému. Face à cette déclaration sincère, le patriarche réfléchit un instant, les yeux fermés, puis murmure, comprenant les sentiments du jeune homme. Il appelle alors sa fille, qui répond aussitôt d'un ton respectueux et attentif. Sans tourner autour du pot, son père lui ordonne directement de se fiancer au jeune maître Chon. La jeune fille se fiche complètement, les baguettes à la main, incapable d'assimiler la nouvelle. Son visage devient rouge comme une betterave, et elle laisse tomber ses baguettes sous le choc lorsqu'elle comprend enfin l'ordre. Elle s'écrie que c'est bien trop soudain et secoue le jeune homme, lui demandant comment il peut continuer à manger tranquillement. Son père lui demande de se calmer et explique qu'il ne s'agit pas d'un mariage immédiat, mais d'un moyen de le garder près d'eux, puisque le jeune homme a dit vouloir faire partie de la famille. Il assure que le jeune homme a largement les qualités requises pour cela, tandis qu'elle tente de protester d'un air penaud. Elle balbutie nerveusement, affirmant que le terme famille pourrait signifier autre chose. Mais Chon HW rétorque qu'il a déjà clairement exprimé ses intentions. Il affirme qu'aucun homme ne prendrait autant de risques pour une femme qu'il n'apprécie pas, et lui demande si, par hasard, elle ne l'apprécie pas. Totalement prise au dépourvu par cette question directe, la jeune fille bafouille, ne sachant pas quoi répondre. Elle tente de s'expliquer, le visage rouge, en disant que ce n'est pas tout à fait ça, tandis que le jeune homme continue de manger tranquillement. Le patriarche observe leur interaction et ferme les yeux, l'air profondément pensif et sérieux. Il explique que cette demande en mariage n'est pas seulement pour le bien du jeune homme, mais qu'elle a surtout été pensée pour son propre bien. Il rappelle que sa constitution particulière, sensible au poison, bien qu'étant une bénédiction légendaire, est aussi une malédiction. L'homme révèle que si le poison continue de s'accumuler dans son corps,
elle pourrait finir par ne plus pouvoir avoir d'enfants à l'avenir. En entendant cette dure réalité de la bouche de son propre père, elle est envahie par une profonde tristesse et une grande appréhension. La tête baissée, Sean HW l'observe du coin de l'œil dans un silence absolu, s'imprégnant de chaque détail de cette révélation. Son père lui dit qu'il ne la forcera pas si elle ne le souhaite pas, mais elle lui demande gentiment de ne pas trop s'inquiéter. Elle lui assure avec douceur que son corps est un cadeau précieux de ses parents, et qu'elle n'éprouvera jamais ni regret ni ressentiment à ce sujet. En entendant les paroles pleines de maturité de sa plus jeune fille, le père est profondément ému et touché, tandis que les deux partagent ce moment d'affection paternelle. Sean HW se contente de les fixer avec une expression comique. Il s'éclaircit légèrement la gorge pour attirer l'attention et s'excuse d'avoir gâché ce moment émouvant. Sans hésiter, il annonce avec une conviction totale qu'il existe une solution très simple à ce problème. Le père et la fille se tournent instantanément vers lui, lui demandant, complètement abasourdi, ce qu'il vient de dire. Il explique qu'il suffit simplement de limiter le flux d'énergie toxique et révèle qu'il connaît une formule orale spéciale pour l'aider. Il se souvient que dans sa vie antérieure, après la destruction du clan Tang, Sowol avait dû porter à elle seule le poids de la renaissance du clan. C'est pour cette raison qu'elle avait mené des recherches médicales complexes et partagé avec lui tous les résultats qu'elle avait obtenus. Le jeune homme se souvient avec émotion des mots exacts qu'elle lui avait dits dans cette vie antérieure au sujet du traitement. Avec un léger sourire aux lèvres, il commence à réciter la formule légendaire de maîtrise du poison. Le patriarche du clan Tang écarquille les yeux, complètement abasourdi, en entendant les mots récités par le jeune homme. Il reste là, totalement incrédule, tandis qu'il prend conscience du génie qui se cache derrière cette technique de neutralisation inédite. Un silence profond et respectueux s'installe dans l'immense salle à manger après la révélation du jeune homme. Le patriarche serre fermement les lèvres, prenant la mesure de l'importance capitale de cette précieuse formule. Il se présente officiellement comme le seigneur du clan Tang, et le jeune homme répond calmement qu'il le sait déjà. L'homme souligne qu'il est capable d'accomplir presque n'importe quel exploit, en particulier en matière de poison et d'armes dissimulées. Et il déplore amèrement que, malgré toute son immense puissance, il y ait eu tant de choses qu'il n'ait pas pu faire pour sa fille. Il admet qu'il a désormais contracté une dette gigantesque envers ce jeune homme et qu'il ne sait même pas comment lui rendre une telle faveur. Mais Sean HW balaie cette dette d'un revers de main, affirmant qu'il n'a fait que transmettre ce qu'il avait entendu de quelqu'un d'autre et qu'ils n'ont pas besoin de le remercier. Il regarde Sowol avec tendresse et dit, au moins, elle peut désormais pousser un soupir de soulagement quant à son avenir. Elle sourit, rayonnante de bonheur, et murmure qu'elle a déjà reçu bien plus qu'elle ne méritait. Le soleil brille de mille feux dans le ciel bleu, marquant le début d'une nouvelle ère pleine d'espoir pour tous les deux. Le repas étant terminé, le patriarche déclare le banquet clos et se lève avec solennité. Il mentionne qu'il doit régler une affaire privée avec Sean HW et demande à sa fille de quitter la pièce en premier. En sortant dans la cour extérieure, la jeune fille dit au revoir au jeune homme d'un ton enjoué, en lui promettant de se revoir plus tard. Il la regarde s'éloigner avec un doux sourire aux lèvres, tandis que le patriarche le fixe d'un air sévère par-dessus l'épaule de Sean. HW demande de quoi il souhaite parler, et le chef répond qu'il sait qu'il est impoli de se mêler du passé d'autrui, mais qu'il est animé d'une curiosité personnelle. Il demande sans détour si, par hasard, le jeune homme a un quelconque lien avec l'étoile du démon céleste. Le patriarche répète la question d'un ton très solennel, les yeux rivés sur la réaction du jeune maître. Sean HW le fixe en retour dans un silence complet, sentant tout le poids de cette question précise. Le jeune homme réfléchit profondément à la signification et aux dangers liés au fait de porter le titre d'étoile démoniaque céleste. Il se dit qu'il comprend parfaitement les raisons de la grande inquiétude qui préoccupe le chef Tang. C'est une condition dans laquelle, pour posséder un talent légendaire, la personne perd complètement le contrôle de sa soif de sang. C'est un destin sanglant et cruel dicté par les cieux, auquel aucun humain ordinaire n'est capable de se battre ou de résister. C'est pour cette raison que cette terrible condition incontrôlable est devenue connue sous le nom d'étoile du démon céleste. Le patriarche affirme qu'il ne le soupçonne pas d'être ce démon, mais le jeune homme répond que ce n'est pas grave et qu'il comprend sa crainte. Il demande à l'homme s'il souhaite savoir s'il a appris les arts martiaux interdits associés à cette étoile démoniaque. Le patriarche hoche la tête sérieusement, le regard baissé, confirmant que c'est précisément sa plus grande crainte. Il souligne que l'aura de mort de l'homme est si dense qu'il n'a jamais rien ressenti de tel de toute sa vie dans le monde des arts martiaux. Il avoue avoir été surpris de le voir réprimer sa rage en entendant le nom de Sowol, mais prévient que le moindre écart d'énergie lui serait fatal. Le jeune homme continue d'écouter en silence absolu les pensées sincères et les conseils honnêtes du chef de clan. Il propose de lui enseigner les techniques énergétiques du clan Tang, afin qu'il abandonne cet art dangereux, en lui offrant des pilules rares. Sean HW réfléchit silencieusement pendant une seconde avant de prendre sa décision finale concernant cette généreuse offre. Le jeune homme le remercie infiniment, mais décline poliment l'offre, ce qui pousse l'homme à lui demander la raison de son refus. Il répond qu'il préfère gravir la montagne escarpée qu'il a construite de ses propres efforts, plutôt que de prendre un raccourci.
Il ajoute que s'il trébuche en chemin, tout ira bien tant qu'il aura quelqu'un à ses côtés pour lui tenir la main. Le patriarche esquisse un sourire chaleureux et dit qu'il comprend parfaitement sa fierté et sa détermination. Il avoue mourir d'envie de savoir qui lui a enseigné la formule de contrôle. Mais le jeune homme répond qu'il s'agit simplement d'un miracle. Le chef comprend qu'il y a des choses qui ne peuvent être dites. Et le jeune homme promet de tout révéler en temps voulu. Plus tard, l'homme met fin à ses questions et dit au jeune homme d'aller se reposer, ce qui lui vaut une révérence respectueuse en guise d'adieu. Au moment de prendre congé, Sean HW l'appelle naturellement beau-père, ce qui fait sursauter l'homme, surpris et choqué. Le jeune homme se contente de le fixer avec un air d'une innocence absolue, faisant semblant de ne pas l'avoir fait exprès. Le patriarche ferme les yeux et pousse un profond soupir, le front plissé, ne sachant pas comment réagir face à un tel culot. Il crie de loin, l'avertissant qu'il n'est pas encore prêt à endosser le titre de beau-père. Mais le jeune homme fait semblant de ne pas avoir bien entendu. Le temps passe vite dans l'immense domaine du clan du Sichuan, annonçant l'aube d'un nouveau jour. Le lendemain matin, Sowol fait son apparition, appelant le jeune homme et se plaignant d'un ton capricieux que le soleil est déjà haut dans le ciel. Sean HW ouvre la porte coulissante, encore endormi, les cheveux noirs en bataille après un sommeil profond. Il lui demande pourquoi elle porte des vêtements aussi élégants, tandis qu'elle s'agace de voir le sommeil dans ses yeux. La jeune fille se contente de cligner légèrement des yeux avec une expression amusée, sans prêter la moindre attention à sa remontrance. Il la taquine en lui disant qu'elle a accepté le titre de fiancée bien trop facilement, ce qui l'a fait s'écrier, embarrassé, que c'est lui qui lui a avoué ses sentiments. Il réaffirme calmement qu'il l'a fait parce qu'il l'aime sincèrement et lui demande pourquoi elle s'est si bien habillée. Elle fait une moue super mignonne et marmonne. Gênée, facilement désarmée par ses paroles douces, elle le pousse dans la chambre, lui ordonnant de prendre un bain et de se changer immédiatement avant d'écouter ses explications. Plus tard, les deux partent enfin ensemble et flânent dans les rues animées de la grande province du Sichuan. La ville s'avère extrêmement animée, décorée de magnifiques parapluies et lanternes traditionnelles. Elle ouvre les bras, débordante de joie, et annonce officiellement le début de leur grand tour du Sichuan. Il la taquine au sujet de toute cette excitation exagérée, mais se dit en silence qu'il attendait lui aussi ce jour avec impatience. Elle fait remarquer que cet endroit est pratiquement son jardin, mais ajoute qu'il est important que son futur fiancé connaisse bien la région. Sean HW observe les environs d'un regard très analytique, se remémorant sa tragique vie antérieure. Il se souvient qu'avant son retour dans le temps, cette province avait été complètement détruite par le démon céleste. Elle repère un marchand qu'elle connaît et le salue chaleureusement, lui demandant joyeusement si les affaires marchent bien. Le vendeur mentionne avoir entendu dire qu'elle s'était rendue au Muri mais trouve son retour précipité étrange, ce qui met Sowol dans l'embarras. L'homme lui demande qui est le jeune homme taciturne à ses côtés, et elle répond fièrement qu'il s'agit de son fiancé. En entendant le mot fiancé, le vendeur écarquille les yeux et se fige complètement, terrifié et sous le choc. Il fait un bond en arrière, incrédule, tandis qu'elle demande à Sean HW de ne pas rester planté là et d'aller le saluer. Il fait un pas en avant, l'air un peu raide, et se présente calmement sous le nom de Sean HW. Sowol tire Sean HW par la joue en lui disant « Se contenter d'être poli ne suffit pas », tandis que celui-ci s'excuse en expliquant qu'il n'a pas l'habitude de s'incliner. Il lui demande si cela ne la dérange pas que des rumeurs se répandent dans toute la région, et elle répond qu'elle le lui a dit exprès, donc c'est normal. Sean HW est surpris, et elle éclate d'un rire malicieux en lui demandant s'il veut qu'elle devine pourquoi il réagit ainsi. Elle le taquine en disant qu'il a un complexe d'infériorité parce qu'ils ne sont pas officiellement mariés, et il plaisante en lui disant qu'elle devrait ouvrir un stand de voyance. Elle remarque qu'il a une estime de soi étrangement faible et lui demande pourquoi il se soucie autant de ce que pensent les autres après tout ce qu'il a fait, tout en choisissant une paire de boucles d'oreilles à l'étal. Elle lui rappelle qu'il a risqué sa vie pour elle et qu'il a renoncé à la richesse juste pour être à ses côtés. Elle avoue qu'elle s'est sentie comme l'héroïne d'une belle histoire d'amour, ce qui a profondément touché le cœur du jeune homme. Elle lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, car son cœur bat exactement au même rythme que le sien depuis qu'il l'a sauvé. Sowol montre fièrement les nouvelles boucles d'oreilles étincelantes qu'elle vient de mettre. Avec un sourire radieux et charmant, elle lui demande gentiment si les boucles d'oreilles lui vont bien. Sean HW la regarde avec un sourire extrêmement doux et éperdu, totalement hypnotisé par sa beauté. Il lui dit d'un ton séducteur qu'il est tellement captivé par elle qu'il n'arrive même pas à se concentrer sur les paysages du Sichuan, ce qui incite sa fiancée à approuver ce compliment et à acheter les boucles d'oreilles. Le vendeur lui-même rougit et affiche un sourire malicieux en étant témoin de cette adorable scène romantique. Les deux continuent leur promenade, main dans les rues de la ville, profitant de la compagnie l'un de l'autre. Ils font ensuite une pause pour déguster un délicieux repas chaud à un stand de rue. Sowol marche avec enthousiasme devant, tandis que Sean HW la suit de près, l'air amusé. Le coucher de soleil rougeâtre commence à recouvrir les toits du vaste et majestueux domaine du clan. Elle dit qu'elle est heureuse. La cuisine du Sichuan lui convient. Et le jeune homme répond « J'ai grandi en mangeant mal, donc je ne suis pas difficile en matière de nourriture ». Elle éprouve de la compassion en se rappelant qu'il a survécu uniquement grâce à des pilules amaigrissantes, ce qui le pousse à s'excuser une nouvelle fois pour cela. Tout en bavardant tranquillement, les deux entrent dans la cour intérieure de l'immense demeure principale. Cependant, ils tombent sur une foule bruyante de membres du clan Tang rassemblés dans la cour.
Il demande la raison de toute cette agitation. Et Sowell sursaute en réalisant quel jour important c'est aujourd'hui. Le patriarche se trouve dans la cour, entouré de quelques gardes et d'un autre jeune guerrier en robe verte. Remarquant leur arrivée, le jeune maître en robe verte tourne rapidement la tête avec méfiance. Il adresse un large sourire radieux à Sowell et s'écrie qu'il vient d'apprendre qu'elle était revenue saine et sauve. Sean HW observe la scène d'un regard froid et distant, se demandant en son fort intérieur qui est cet homme. La scène se déplace à l'intérieur d'une somptueuse salle de réunion située dans le bâtiment principal du clan. C'est Tang Eugene, le chef de la garde de la famille, qui demande, surpris, si Soul a vraiment un fiancé. Le patriarche confirme calmement, les yeux fermés, que cette information est la pure vérité. Eugene dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il cède si facilement cette position cruciale, mais le chef lui assure qu'il a tout évalué au préalable. Il rapporte le passé dangereux de Sean HW. À l'âge de 15 ans, il a anéanti toute une faction et possède une énergie de mort instable. Il ajoute que, d'après ses antécédents, le jeune homme semble extrêmement impitoyable et cruel. Mais qu'en personne, il s'est révélé tout à fait différent. Cependant, Eugene, perplexe, n'est pas d'accord, affirmant que le jeune homme lui avait semblé extrêmement effrayant et dangereux lorsqu'il l'avait vu. Le patriarche esquisse un léger sourire et se dit qu'au moins, cette épée dangereuse qu'il porte sur la poitrine n'est pas pointée vers eux. Il ajoute que Sean HW a enseigné la formule pour neutraliser le poison, ce qui a conduit Eugene à reconnaître que tout le clan Tang lui était extrêmement redevable. Le chef acquiesce et révèle qu'il a dit à ce dernier de demander la récompense de son choix en échange de cette immense faveur. Il raconte également que celui-ci a refusé toute richesse et a déclaré qu'il souhaitait simplement faire partie de la famille, raison pour laquelle il a organisé leur fiançailles. En écoutant cette belle histoire d'amour et d'altruisme, le chef de l'escorte laisse échapper un soupir d'admiration. Eugene trouve tout cela très romantique et demande si la jeune femme partage ses mêmes sentiments. Devant une réponse affirmative, il déclare que n'importe qui tomberait sous le charme d'un homme aussi dévoué. Mais Eugene fait remarquer d'un ton moqueur qu'il avait lui-même déjà 4 concubines. Eugene suggère qu'après 10 ans de solitude et alors que ses enfants ont bien grandi, le chef devrait peut-être se trouver un nouvel amour. Mais le chef refuse immédiatement. Eugene admire son dévouement, mais le chef l'interrompt, affirmant qu'ils ont des affaires bien plus urgentes et importantes à régler. Le chef de l'escorte est à la fois intrigué et perplexe en entendant parler d'un sujet aussi mystérieux et urgent. Quelqu'un frappe à la porte et annonce respectueusement que le capitaine de l'escouade des âmes de l'ombre sollicite une audience urgente avec le patriarche. Les deux hommes se regardent avec une profonde gravité en prenant conscience de l'arrivée surprise d'un visiteur aussi important. La scène se déplace vers la cour principale, où l'homme mystérieux vêtu d'une robe vert foncé attend son audience. Cet homme fond en larmes, s'excusant d'avoir été en mission dans une autre province alors que sa vie était en danger de mort. Tout en pleurant, il lui serre les joues en lui disant qu'elle a maigri. Mais Sowell râle en faisant la moue, affirmant qu'en réalité, elle n'a pas maigri du tout. Il hurle avec rage qu'il aurait bien anéanti tous ces salauds. Mais elle tente de le calmer en lui révélant que tous les intrus sont déjà morts. Très fière, elle désigne l'arrière-plan et révèle que le jeune maître Sean s'est occupé tout seul de tous les ennemis. Sean HW salue le nouveau venu avec respect, se présentant formellement et le remerciant pour la grande hospitalité du clan Tang. Le père explique que c'est grâce à l'enfant que Sowell est revenu sain et sauve, ce qui laisse son frère aîné complètement abasourdi. Tang Xian se présente officiellement comme le jeune patriarche du clan et déclare qu'il ne sait même pas comment il pourra remercier Sean HW d'avoir sauvé sa sœur bien-aimée. Il l'observe en silence, l'air grave et pensif. Il reconnaît en cet homme le frère de Sowell, qui, dans sa vie antérieure, avait tout risqué pour l'aider à échapper à la destruction du clan. Il comprend enfin l'intense obsession qui anime cette dernière pour venger sa famille. Remarquant l'immense amour qui lie les deux frères et sœurs, Chong fait l'éloge des incroyables talents de combattant du jeune homme et lui suggère amicalement de se reposer au sein du clan avant de rentrer chez lui. Sowell balbutie, mal à l'aise, en disant que ce n'est pas tout à fait ça, laissant son frère un peu perplexe et ne sachant pas ce qu'il a pu dire de mal. Le patriarche prend la parole et explique qu'ils étaient justement en train de discuter en détail de l'avenir du jeune homme. Il révèle à Cheong que le jeune Sean HW n'est pas seulement un invité, mais en réalité le fiancé de Sowell et un futur membre de la famille. En entendant le mot fiancé, le frère aîné tombe dans un état de choc total et reste sans voix. Il se met à trembler et à bégayer, incapable de croire à cette révélation absurde que vient de lui faire son père. Sean HW esquisse un léger sourire malicieux, affirmant qu'il se réjouit de leur avenir commun et l'appelant grand frère. Le visage de Cheong vire au bleu pâle, sous l'effet de la panique et de l'incrédulité face à l'audace de ce garçon. Il se tourne désespérément vers son père en quête de réponse, mais le patriarche confirme calmement qu'il a donné son accord officiel.
Il proteste en criant qu'il ne peut pas accepter cela, arguant que c'est de la folie d'arranger un mariage avec quelqu'un qu'ils viennent tout juste de rencontrer. Sean HW lui dit de ne pas s'inquiéter, révélant avec désinvolture qu'ils ont déjà vécu ensemble dans une grotte pendant un mois après l'enlèvement. Elle hurle, les joues rouges, en lui demandant pourquoi il dirait quelque chose d'aussi inutile, tandis que son frère s'évanouit presque de chagrin. Son frère se met à pleurer de manière théâtrale, se souvenant de l'époque où, petite, elle attendait avec impatience les bonbons qu'il rapportait de ses missions. Elle s'écrie avec colère qu'elle a cessé de faire cela à l'âge de 12 ans, tandis que son père tousse pour reprendre le contrôle de la conversation. Le patriarche met fin à cette dispute bruyante et annonce que, puisque tout le monde est réuni, il souhaite aborder le sujet principal. Il estime que l'endroit où il se trouve est trop exposé et suggère à tout le monde de se rendre dans la grande salle de réunion pour discuter. Réunis solennellement dans la grande salle, une atmosphère tendue s'installe à nouveau parmi les personnes présentes. Il révèle d'emblée, après avoir découvert des informations, que la secte démoniaque est le véritable cerveau derrière l'enlèvement de Sowell. Sean HW et Sowell sont extrêmement surpris d'entendre ce nom effrayant prononcé si soudainement. Il devient très intrigué, se souvenant que dans sa vie antérieure, l'enquête du clan Tang s'était terminée bien avant d'atteindre la secte. Eugene explique que les ennemis se trouvent dans la province du Guangdong et garantit que les informations fournies par le clan Hao sont tout à fait fiables. Son frère serre les poings avec rage et demande à envahir le Guangdong pour les anéantir, recevant immédiatement le soutien de son père. Cependant, le patriarche marque une brève pause, le regard très concentré, avant d'imposer une condition importante. Il ordonne à Sowell et Sean HW de rester en sécurité au sein du clan, ce qui fait protester la jeune fille, avide de vengeance personnelle. Il dit comprendre son désir, mais souligne que 2 mois à peine se sont écoulés depuis l'attaque, et qu'il ne veut pas qu'il s'épuise. Son père affirme qu'il les a convoqués uniquement pour leur annoncer qu'il avait retrouvé le commanditaire, ce qui laisse sa fille découragée, la tête baissée. Sean HW est d'accord avec Sowell et dit à son beau-père qu'ils devraient se charger eux-mêmes de leur vengeance, ce qui amène ce dernier à se plaindre à nouveau de ce titre. Il fait remarquer qu'ils ont déjà rempli leur devoir en punissant les ravisseurs directs, et qu'il appartient désormais au clan Tang de prononcer la sanction officielle. Elle fait la moue et marmonne à voix basse que son fiancé a failli mourir au combat, et qu'elle devrait donc avoir le droit de se joindre à l'expédition. Son père l'appelle d'une voix très douce et tendre, interrompant les plaintes obstinées de sa fille bien-aimée. Il avoue sincèrement qu'il n'a tout simplement pas le cœur de l'exposer à nouveau au danger si tôt et lui demande de céder. Elle se retrouve complètement désarmée et émue face à cette immense manifestation d'amour et d'inquiétude paternelle. Plus tard, alors qu'elle traverse le pont avec Sean HW, elle fait la moue et marmonne que son père a utilisé la culpabilisation pour la convaincre. Le jeune homme se dit avec inquiétude qu'il serait utile d'y aller, car combattre la secte pourrait fournir des indices précieux sur le démon céleste. Elle se tourne vers lui et lui demande d'un air intrigué s'il compte vraiment renoncer à participer aussi facilement. Il trouve son courage inattendu pour une débutante, tandis qu'elle avoue avoir peur mais refuse de fuir le combat. Elle dit qu'elle souhaite faire la fierté du clan en tant que guerrière, mais avoue qu'elle comprend l'amour de son père et ne veut pas se montrer têtue. Sean HW l'observe avec un regard très doux et admiratif. En constatant ses progrès considérables, le jeune homme esquisse un sourire en coin et plaisante en disant qu'il est parfois bien plus facile de demander pardon que de demander la permission. Il fait un pas en avant d'un air déterminé et propose une idée audacieuse pour sortir secrètement de l'impasse. Avec un sourire audacieux, il déclare qu'à partir de cet instant, il l'enlève pour l'emmener dans la province du Guangdong. La jeune fille écarquille les yeux, complètement prise au dépourvu par le plan insensé de son fiancé. La nuit tombe silencieusement sur la grande province, éclairée par une magnifique pleine lune qui brille dans le ciel. Au cœur de la nuit, des silhouettes agiles et silencieuses se déplacent rapidement sur les toits du manoir. Une hache s'enfonce violemment dans le sol en pierre, en fissurant la surface. L'homme au visage bandé se plaint avec colère qu'ils auraient dû dormir à tour de rôle, car ils se sont endormis comme des idiots et ont perdu la notion du temps. Il n'arrête pas de se gratter le cou et demande quand ces imbéciles du clan Tang vont enfin se pointer, puisqu'ils avaient dit d'attendre 5 nuits. Un autre type resserre son gantelet métallique et lui dit de se calmer, affirmant qu'il a bien compté et qu'ils arriveront s'ils attendent encore un peu. La femme du groupe déclare qu'ils doivent dévorer autant de victimes que possible parmi celles qui tombent dans leur piège. Pendant ce temps, le chevalier avance silencieusement sous la lueur d'une imposante pleine lune qui illumine toute la région ailleurs. Tang Sowell pose une main sur sa poitrine et remarque que son père doit déjà être en train de traverser Chongqing à cette heure-ci, la main sur la poignée de son épée. Sean HW acquiesce et ajoute que son beau-père devrait se trouver par là puisqu'il est parti ce matin. Sowell trouve cela formidable et demande s'ils ne devraient pas eux aussi se mettre en route. La pleine lune continue de briller de 1000 feux dans le ciel dégagé, marquant le début de leur nuit de fuite. Dans les écuries du domaine, les chevaux se reposent paisiblement tandis qu'un garde patrouille à l'extérieur. La sentinelle bâille d'un air endormi, sans se douter qu'il est sur le point d'être pris par surprise.
Soudain, des rubans noirs s'enroulent à la vitesse de l'éclair autour du cou du garde, le réduisant au silence. Le garde s'effondre, inconscient, et le couple s'approche silencieusement pour mettre leur plan à exécution. Sowell demande, inquiète, si c'est vraiment la bonne décision. Méchant HW répond qu'il n'y a plus de retour en arrière possible et assume l'entière responsabilité de l'enlèvement. Elle reste là, complètement surprise et rougissant devant la réponse ferme de son fiancé. Sowell dit qu'elle n'aime pas le voir tout assumer seul et promet de faire de son mieux. Puis est-ce qu'ils ont décidé de procéder à sa manière? Sean HW se contente d'esquisser un sourire très doux et satisfait en voyant la détermination de sa fiancée, tandis que le gamin leur dit de se mettre en route. Mais Sowell, déjà en selle, trouve cela étrange et lui demande quel cheval il compte utiliser pour voyager. Sean HW révèle calmement qu'il ne sait pas monter à cheval, ce qui laisse la jeune fille stupéfaite, ne comprenant pas pourquoi ils ont volé l'animal. Il explique que c'était le moyen le plus rapide de se déplacer et suggère à Sowell de monter devant tandis qu'il s'assoit juste derrière elle. Sean HW estime qu'avant la régression, les chevaux coûtaient bien trop cher, et qu'au moment où il aurait pu s'en offrir un, il aurait déjà été capable de courir plus vite qu'eux. Sowell se résigne, se disant qu'elle n'a pas d'autre choix, et lui dit de monter rapidement, tandis que l'enfant demande la permission et s'installe sur la selle. Dès qu'il s'assoit tout près d'elle, la jeune fille sursautait, très gênée par cette proximité physique, rougit de honte. Elle lui demande si c'était son plan depuis le début. Mais Sean HW se contente de sourire et lui demande s'il y a un problème. Elle marmonne qu'il est plutôt sournois, mais le gamin lui renvoie la pique, et Sowell lui demande d'un ton taquin s'il aimerait descendre. La scène se déplace ensuite vers la province du Guangdong, où les événements principaux sont sur le point de se dérouler. C'est là que se trouve la grande base ennemie, où se cachent secrètement les membres de la secte démoniaque. Des pas calmes et déterminés résonnent dans la nuit noire alors que le groupe d'assaut s'approche du site. Plusieurs guerriers d'élite attendent en position, prêts à passer à l'action dès qu'ils recevront les ordres de leur chef. Tang Jinchong demande si c'est certain, et l'informateur lui garantit qu'il ne mentirait jamais au roi du poison au sujet de la présence de la secte démoniaque. L'informateur prévient que l'unité âme de l'ombre a déjà encerclé la zone et suggère de lancer l'assaut dès qu'il aura donné l'ordre. Jinchong remercie le clan Hao pour son aide et invite l'homme à se retirer, lui promettant de le récompenser comme il se doit plus tard. L'homme du clan Hao prend congé respectueusement, laissant le chef du clan Tang se concentrer sur son objectif. Jinchong se tourne vers son commandant d'unité et lui demande quel genre d'homme il s'est révélé être tout au long de ce long périple. Il se dit qu'être chef de clan est difficile, car il doit veiller sur tout le monde, même lorsqu'il souhaite simplement régler un compte personnel. Il se plaint qu'il n'est pas digne d'un chef de clan de chercher à se venger pour des raisons personnelles, même si l'on a tenté de faire du mal à sa fille. Mais à présent, debout juste devant la porte de l'ennemi, il avoue qu'il ne peut s'empêcher de penser que tout cela n'a finalement aucune importance. Le commandant écoute les paroles sincères de son chef avec un regard grave empreint d'un profond respect. Il demande au chef de ne pas s'inquiéter et lui garantit qu'ils maintiendront un périmètre de sécurité strict, afin qu'aucune rumeur concernant l'invasion ne s'échappe. Jinchong ferme simplement les yeux un instant et remercie silencieusement son subordonné pour sa loyauté. L'imposante porte de la base ennemie reste fermée au cœur de la nuit, sans le moindre signe de mouvement. Soudain, une explosion assourdissante détruit complètement la porte d'entrée dans un énorme nuage de fumée. Tous les ennemis qui se cachaient dans la cour intérieure se précipitent dehors, effrayés, pour voir ce qui a provoqué cette déflagration assourdissante. Le groupe de sectateurs observe la poussière se déposer avec des regards tendus et surpris, ne comprenant pas ce qui se passe. Au milieu de cet immense écran de fumée, une silhouette imposante commence lentement à marcher vers eux. À la surprise générale, Tang Jinchong en personne émerge de la fumée, le regard extrêmement furieux et intimidant. Les adeptes restent figés, sous le choc et terrifiés, en reconnaissant le légendaire roi du poison juste devant eux. L'homme au bandage balbutie, perplexe, ne comprenant pas pourquoi le roi du poison est venu seul, sans aucun disciple, pour ce combat. Jinchong déclare qu'il y a un temps et un lieu pour faire bonne figure et les avertit qu'ils ne seront bientôt plus que des cadavres empoisonnés. L'homme bandé pousse un gémissement de douleur atroce et se met à se gratter désespérément le cou. Il hurle de rage en disant qu'ils ont fait confiance à ses renseignements et qu'ils n'ont désormais plus que deux choix. Rebrousser chemin et mourir, ou mourir aux mains du roi du poison. La femme s'agace de voir que Tang Jinchong accorde tant d'importance à sa fille qu'il se laisse guider par ses sentiments personnels de vengeance. En entendant cela, Jinchong réplique froidement que les hommes qui ne sont même pas capables de prendre soin de leur propre vie n'ont pas le droit de se prononcer sur l'avenir des autres. La femme acquiesce et dit qu'elle veut simplement vivre, révélant que leur mission initiale était de mourir aux côtés de la fille du clan Tang, qui viendrait chercher vengeance. Elle ajoute qu'elle préfère tenter de survivre plutôt que de simplement se dissoudre sous l'effet de son poison sans avoir accompli quoi que ce soit. Sur ces mots, le groupe de sectateurs se rue en masse, poussant des cris de guerre et se précipitant vers le chef du clan Tang. Lorsque les ennemis bondissent pour l'attaquer, Jinchong fait un pas décidé et commence à libérer une brume toxique verte depuis le sol. En un clin d'œil, une vague de poison massive et dévastatrice se répand dans toute la cour,
engloutissant les assaillants. Les guerriers de la secte tentent encore d'avancer à travers la brume, mais se rendent vite compte de la terrible erreur qu'ils ont commise. Le poison est si mortel qu'il fait fondre instantanément la chair et les vêtements des ennemis, ne laissant que leurs os à nu. Les corps entièrement réduits à l'état de squelette s'effondrent sans vie sur le sol, tandis que Jinchon observe le carnage avec une froideur absolue. Soudain, l'un des adeptes, à l'agonie, allume en secret une bombe tonnerre cachée dans ses vêtements. Jinchon remarque la mèche allumée et reste surpris en réalisant que l'homme avait caché de puissants explosifs dans ses vêtements. Une explosion gigantesque et assourdissante se produit au milieu de la cour, recouvrant tout de flammes et d'une fumée destructrice. La force des débris et de la fumée se propage rapidement dans les airs, masquant complètement la vue sur le champ de bataille. Pour échapper aux rayons de l'explosion, Jinchon effectue un impressionnant bond en arrière et observe les dégâts depuis les airs. Il atterrit et marmonne avec agacement que ces salauds ont fait preuve d'une grande ruse en utilisant la bombe pour créer une diversion. Profitant du chaos et de la fumée, les deux chefs survivants s'élancent pour tenter de s'échapper des lieux. Ils enfoncent les fenêtres et les portes en bois, sautant hors du domaine pour réussir à s'échapper à temps. Les gardes du clan qui encerclent la zone repèrent le mouvement et ordonnent à tout le monde d'attaquer et de tuer les deux fugitifs. Cependant, les deux fugitifs foncent droit sur eux et éliminent facilement les gardes. Tandis que l'homme bandé se plaint du désordre. Il se demande s'ils auront vraiment une autre chance s'ils s'enfuient maintenant. Mais la femme lui dit de se concentrer sur leur survie et de laisser les 4 râleurs pour plus tard. Cependant, alors qu'il court à toute vitesse, ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle se rend compte de quelque chose d'extrêmement terrifiant juste devant eux. Soudain, son pied s'enfonce dans une flaque de liquide rouge épais, comme si elle marchait dans une mer de sang pur. Les deux s'arrêtent brusquement, paralysés par la terreur, face à une aura rouge massive et intimidante qui s'élève sur leur chemin. Transpirant de nervosité, les fugitifs font face à ce danger mortel qui leur barre leur seule voie de fuite à travers la forêt. À cet instant, un jeune homme enveloppé d'énergie sombre tombe du ciel, l'épée brandie haut pour porter un coup fatal. Il s'abat sur eux avec une attaque dévastatrice qui fissure le sol de pierre, forçant les deux ennemis à bondir en arrière. Terrifié, Shon HW apparaît, imposant, brandissant son épée noire aux côtés de Sowell, et fait remarquer qu'il semble être arrivé juste à temps. Les fiancés se tiennent face à face avec les deux survivants de la secte démoniaque, sous la lumière d'une pleine lune imposante. Les deux malfaiteurs fixent les jeunes intrus avec surprise, ne s'attendant pas à rencontrer de la résistance sur cette voie d'évasion précise. L'homme bandé remarque les robes vertes et en déduit que la jeune femme qui se tient devant eux est une membre du clan Tang du Sichuan. Il éclate d'un rire moqueur, affirmant qu'ils étaient simplement en train de s'enfuir et que leur véritable proie leur était tombée toute cuite dans le bec par chance. Le méchant tape dans le dos de ses alliés et se réjouit que suivre ses idées apporte toujours de bonnes choses au final. Le combattant se contente d'observer la scène d'un air sérieux et demande si cette jeune fille est bien Tang Sowal, aux côtés de ces épéistes agaçants qui ont fait échouer leur plan. Elle est surprise qu'ils aient désobéi aux ordres du roi du poison pour se venger par eux-mêmes, et décide de revenir sur ce qu'elle avait dit à leur sujet, à savoir qu'ils n'étaient pas des guerriers. La femme commence à défaire un cordon rouge noué autour de son gantelet métallique et prévient qu'au fond d'elle-même, elle n'a peut-être même pas besoin de revenir sur quoi que ce soit. Elle serre le cordon et ajoute que ce changement d'avis ne comptera que si l'épéiste parvient à survivre à ce qui va suivre. Shon HW se souvient que cet homme bandé est Dan Muxan, connu avant sa régression sous le nom de H du fantôme affamé. Le jeune homme se souvient qu'il était l'un des rares maîtres redoutés de la secte démoniaque à avoir atteint le puissant royaume transcendantal. Il analyse la combattante et en conclut qu'ils se trouvent tous deux au sommet de leur royaume, ce qui les place dans une situation nettement désavantageuse. Mais cela ne semble pas l'inquiéter. En activant sa technique, les yeux de Shon HW deviennent rouges, et il se dit que surmonter une barrière de ce niveau ne posera aucun problème. Une énergie cramoisie, massive et terrifiante, commence à envahir la zone tandis que le jeune homme concentre son attention meurtrière. Le couple de malfaiteurs ressent la pression écrasante de cette aura sombre, qui semble brûler tout ce qui l'entoure d'une rage dévorante. La femme reste bouche bée devant l'incroyable aura meurtrière du jeune homme, comprenant pourquoi les soldats ordinaires n'avaient pas la moindre chance face à lui. Dan Muxan fait un pas en avant, foulant le sol rouge d'énergie pure, et semble commencer à apprécier cette situation périlleuse. Le méchant éclate d'un rire dément et déclare qu'il trouve cela merveilleux, super amusant et extrêmement impressionnant à voir. Il affirme que Shon HW dégage une énergie démoniaque plus sombre que la leur et suggère qu'il fasse équipe plutôt que de se battre, car il l'a vraiment pris en sympathie. Notre héros décline l'invitation, expliquant qu'il est le gendre du clan Tang, un guerrier orthodoxe, qu'il a une fiancée et qu'il préfère repousser les avances des hommes. L'homme bandé trouve cette réponse amusante, resserre sa prise sur le manche de sa hache et se met à rire en se moquant ouvertement du jeune homme. Il se précipite en criant que si le jeune homme appartient à la faction orthodoxe, alors lui-même doit être le grand chef de l'Alliance Mirom. Voyant l'attaque imminente, Sowell concentre son énergie spirituelle toxique, et les veines de ses bras se mettent à palpiter intensément. Un épais rideau de fumée verte toxique explose autour d'eux, répandant des toxines mortelles sur l'ensemble du champ de bataille. Le méchant reste surpris par la rapidité avec laquelle le poison s'est activé, mais continue d'avancer, les yeux écarquillés de détermination.
Dan Muxan bondit au milieu de la fumée verte et acide, ignorant le danger pour frapper directement notre héros. Le méchant abat violemment sa hache. Mais Sean HW bloque l'attaque avec son épée d'un geste rapide et précis. Au même moment, son allié frappe le sol d'un coup de poing tonitruant porté avec son gantelet, brisant la pierre et semant la destruction tandis que des débris volent dans tous les sens. Alors que les deux guerriers continuent d'échanger des coups rapides. Des coups violents au milieu du chaos. Dan Muxan tente de frapper depuis les hauteurs avec son arme lourde. Mais Sean HW met tout son talent à contribution pour contenir le terrible impact du coup. Pendant ce temps, Sowell bondit pour apporter son soutien au combat et charge le combattant au gantelet, qui se déplace avec une grande agilité. La méchante repère une attaque surprise lancée à grande vitesse et esquive rapidement la tête pour éviter d'être touchée par une aiguille empoisonnée. Elle utilise ses protections métalliques pour bloquer une pluie d'aiguilles que la jeune fille du clan Tang lance sans relâche. Sowell atterrit gracieusement au sol, gardant sa garde haute et exerçant une forte pression de combat sur son adversaire. La combattante de la secte se rend compte de la difficulté du combat et admet que ce couple de fiancés constitue une combinaison bien plus problématique qu'elle ne le pensait. À ce moment-là, les gardes du clan qui se trouvaient à l'arrière surgissent, courant et appelant des renforts, mais s'arrêtent brusquement en voyant qui se bat sur place. Complètement abasourdi de voir Sowell et Sean HW sur les lieux, ils demandent à haute voix pourquoi les deux risquent ainsi leur vie. L'un des gardes s'écrie qu'il va les aider à se battre. Mais Sowell réplique immédiatement, ordonnant à aucun d'entre eux de faire un pas de plus. Elle explique que son poison n'est pas assez précis pour épargner ses alliés en plein combat, et exige qu'ils ne s'immiscent pas dans la bataille. Les guerriers du clan Tang déglutissent péniblement et obéissent à l'ordre, observant l'affrontement de loin avec une profonde inquiétude. L'incident étant réglé, les couples reprennent leur combat à mort, se ruant l'un sur l'autre avec une férocité extrême. Au milieu de l'affrontement et de la brume toxique, Sean HW crache par terre la perle de protection contre le poison qu'il utilisait. Ensuite, le jeune homme mord dans une herbe médicinale violette extrêmement puissante afin de renforcer encore davantage son propre poison interne. Sowell se plaint de la perle brisée, mais Sean HW explique que l'herbe le rend toxique de l'intérieur comme de l'extérieur, ce qui rend la jeune fille gênée par sa façon de s'exprimer. Le combattant de la secte tousse à cause des toxines et se plaint de Sowell, tandis que Dan s'agace d'être pris pour cible par des armes cachées tirées à distance. La femme se rend compte que l'épéiste est le plus grand obstacle sur place, car il les bloque constamment et les empêche d'attaquer Sowell directement. Elle les prévient que le roi du poison les rattrapera s'ils tardent trop, et leur suggère d'éliminer Sean HW en premier. Mais l'homme répond que ce n'est pas si simple. La méchante se plaint que l'épéiste ne dispose que de compétences de première classe tout à fait ordinaires, mais qu'il ne laisse que très peu d'ouverture, ce qui est exaspérant. Dan sourit d'un air moqueur sous ses bandages et répond que, quoi qu'il en soit, cette ridicule aura meurtrière que dégage le gamin ne l'effraie pas le moins du monde. Tout en se préparant au prochain choc d'épée, Sean HW se dit en silence qu'il y a une raison très claire pour laquelle il se souvient de cet ennemi. Sean HW se dit que son aura, capable de paralyser un adversaire, ne fonctionne que sur ceux qui ressentent de la peur, ce qui n'est pas le cas de ces fous furieux qui chargent comme des chiens enragés. Les deux ennemis avancent, coordonnant leurs mouvements avec agilité pour tenter de percer la barrière du jeune couple. La fumée acide verte qui recouvre le champ de bataille commence à être repoussée par l'immense force de leur attaque physique. La combattante de la secte se prépare à porter un coup puissant, concentrant toute sa force physique dans son gantelet métallique. Elle assène un coup de poing si puissant que la pression du vent ainsi générée déchire la brume toxique de Sowell de manière impressionnante. Sowell reste stupéfaite de voir son adversaire utiliser la simple pression du vent pour percer un trou en plein milieu de son brouillard toxique. Le coup de poing brise un gros rocher dans la cour, tandis que Sean HW bondit habilement pour esquiver cette attaque dévastatrice. Consciente du danger de la situation, Sowell crie, inquiète, à l'intention de son fiancé, tandis que celui-ci se repositionne rapidement pour la contre-attaque. Notre héros surgit tel une silhouette fantomatique, les yeux rouges brillant intensément, prêt à mettre fin au combat. Le choc brutal des forces se produit en plein vol, illuminant la nuit noire par la collision de leurs techniques respectives. Le combattant de la secte finit par cracher du sang et pousse un gémissement de douleur après avoir été frappé par une force mystérieuse et écrasante. Dan Muxan ignore la pression exercée par les enfants qui tuent Aura et charge, en criant d'un ton moqueur que cette ruse ne marche pas contre lui. Imperturbable face à cette provocation, Sean HW serre fermement la poignée de son épée, canalisant toute son énergie de combat obscur. Notre héros assène un coup rapide qui entre directement en collision avec la lourde hache de Dan Muxan, projetant des étincelles à travers la cour. Les deux guerriers échangent des coups extrêmement rapides et violents, tandis que le bruit du métal qui s'entrechoque résonne dans toute la propriété. Soudain, l'homme bandé écarquille les yeux et laisse échapper un murmure de surprise en remarquant quelque chose d'inhabituel dans le combat. Sean HW se déplace comme un fantôme autour de lui, esquivant et frappant sous des angles presque impossibles à prévoir. Peu à peu, Dan Muxan sombre dans le désespoir mental, essayant de comprendre d'où vient cet enfant absurdement hors du commun qui ne cesse de l'affronter. Le méchant remarque que le gamin reste collé à lui à une distance minimale et dangereuse, jouant toujours à la limite de sa portée d'attaque.
Il réalise avec stupéfaction que Sean HW attaque le manche de la hache plutôt que la lame pour économiser son énergie, faisant ainsi preuve d'une perception d'un niveau transcendant. Agacé d'être ainsi surpassé sur le plan technique, l'homme bandé pousse un rugissement furieux et tente de frapper de toutes ses forces. Cependant, lors de la collision des attaques, l'épée de Sean HW touche la poitrine du méchant tandis que la lame de la hache déchire les vêtements du jeune garçon. La poitrine de notre héros subit une entaille en diagonale qui se met à saigner, déchirant le tissu noir de sa robe de combat. Le méchant observe sa propre blessure à la poitrine et sourit d'un air maniaque en réalisant que l'attaque du jeune homme était extrêmement superficielle. Sean HW lève sa lame fantomatique avec un calme absolu, tandis que l'ennemi le fusille du regard, incapable de comprendre le sang-froid du jeune garçon. Le jeune homme déclare avec un sourire narquois que, même sans son aura meurtrière, le méchant n'est pas de taille face à son talent brut, puisqu'il a déjà perdu exactement de la même manière par le passé. D'un geste rapide et impitoyable, Sean HW tranche l'ennemi d'un coup précis, mettant fin au conflit une fois pour toutes. Sowell observe avec surprise le puissant chef de secte vaincu, tombant sans vie devant son fiancé. L'autre combattant hurle de rage, traitant Sean HW de vaurien qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Mais le jeune homme se tourne rapidement vers elle également. D'une seule contre-attaque bien placée, notre héros assène un coup fatal qui transperce la méchante et projette du sang dans les airs. Elle crache du sang, les yeux écarquillés de douleur, tandis qu'elle sent les toxines envahir instantanément son corps à cause de la blessure. Les deux ennemis s'effondrent, complètement sans vie, sur le sol de la cour tandis que Sowell observe la scène du haut d'un gros rocher brisé. Le jeune homme lève les yeux et commente, avec un léger sourire sarcastique, l'entrée spectaculaire de sa fiancée. Le silence revient enfin sur le champ de bataille, dans la province, sous la lumière des nuages sombres qui recouvrent le ciel nocturne. Les corps des chefs de la secte démoniaque gisent au sol dans des mares de sang, marquant la fin du danger qui ravageait la région. Sowell saute du rocher et court, soulagé, vers Sean HW, lui demandant avec une profonde inquiétude s'il va vraiment bien après le combat. Elle est surprise par la blessure sur sa poitrine, mais le jeune homme minimise la gravité de la coupure, affirmant qu'elle n'est pas mortelle et qu'il a encaissé le coup exprès, conscient de ses limites. La jeune fille le réprimande, lui disant que cela n'a aucune importance et lui rappelant qu'il a agi de manière imprudente lors d'un autre combat. Mais Sean HW lui assure qu'il ne se passera rien. Pendant que le jeune homme explique les avantages de sa technique en termes de perception, Sowell lui pince les joues avec colère, car il n'admet jamais qu'il a tort. Elle dit qu'on ne peut rien faire pour lui et lui ordonne de la laisser examiner la blessure de près, ignorant les protestations de son fiancé qui affirme que tout va bien. Sans demander la permission, Sowell s'approche et pose sa tête contre sa poitrine pour inspecter la plaie ouverte. Notre héros écarquille les yeux, complètement figé et sans voix face à la proximité physique inattendue et intense de sa fiancée. Complètement gêné et le visage rouge, Sean HW balbutie, perplexe, lui demandant ce qu'elle croit faire à ce moment-là. Ignorant sa nervosité, Sowell pose ses lèvres sur la plaie et commence doucement à lécher le sang qui coule de la coupure sur la poitrine du jeune homme. Elle sourit et explique que laisser une cicatrice ne ferait pas bel effet, révélant qu'elle a appliqué un poison curatif spécial qui agit comme un excellent remède. Pendant que sa fiancée lui explique le traitement, notre héros se couvre le visage rougi et lui demande comment elle peut faire quelque chose d'aussi gênant sans hésiter. Il se plaint qu'il y avait plein de gens qui regardaient, mais elle balbutie, le visage rouge, en disant qu'il s'agissait simplement d'un traitement médical et qu'il ne fallait pas y voir quelque chose de bizarre. Soudain, une aura effrayante et dense d'énergie vert foncé commence à émaner de l'ombre, juste derrière l'endroit où les deux jeunes gens sont assis. Le roi du poison surgit, furieux, de l'ombre et exige d'un ton effrayant que Sean HW lui explique en détail ce qui se passe là, y compris cette scène où ils ont entendu la voix terrifiante de leur beau-père. Sean HW et Sowell se fichent de terreur, leur visage devenant complètement pâle de peur. Sean HW dit qu'il va tout expliquer, l'appelant beau-père, mais l'homme réplique aussitôt, lui disant de ne pas l'appeler ainsi. Tang Jin Sean croise les bras, l'air extrêmement sérieux et sévère, attendant les excuses des deux jeunes gens. Les fiancés s'agenouillent par terre, la tête baissée, affichant un repentir total. Avant que le chef du clan, Jin Sean, ne leur demande s'ils se rendent compte que cette fugue secrète et périlleuse n'est pas quelque chose qui peut être balayé sous le tapis aussi facilement. Sean HW endosse la responsabilité, affirmant qu'il a incité Sowell à le suivre. Mais la jeune fille l'interrompt, affirmant qu'elle l'a fait de son plein gré. Le chef répond que cela le déçoit encore davantage, car cela signifie que le jeune homme a exposé sa fiancée à un danger mortel au lieu de la protéger. Le jeune homme écoute la réprimande en silence, visiblement tendu, pesant le poids de l'énorme responsabilité de ses actes irréfléchis. Il s'incline et présente ses excuses sincères pour avoir agi de manière totalement unilatérale et pour avoir fait fi des souhaits de son beau-père. Mais il ajoute que son amour pour Sowell est sa seule vérité absolue, promettant qu'il ne laissera jamais le pire se produire.
En entendant cette déclaration profonde juste devant son père, Sowol rougit complètement de gêne et est profondément ému. Jinchon pousse un long soupir et marmonne avec dédain que son gendre sait vraiment manier les mots pour se sortir des ennuis. Il leur ordonne de se reposer et de reprendre des forces sur place, les avertissant que le groupe restera dans le Guangdong pendant quelques jours pour régler d'autres affaires. HW demande ce qu'il reste à faire, et son beau-père révèle qu'ils ont capturé vivant un membre de la secte démoniaque afin de l'interroger. Il précise que les chefs sont morts, et qu'ils n'obtiendront donc peut-être pas d'informations cruciales, mais que cela vaut tout de même la peine de tenter l'interrogatoire. Notre héros plisse les yeux en entendant parler du prisonnier, réalisant qu'il s'agit là d'une occasion en or d'obtenir des réponses importantes. L'homme s'adresse à nouveau à Jinchon en l'appelant beau-père, et celui-ci lui demande d'un ton soudainement grave ce qu'il veut. HW déclare d'un ton catégorique que sa présence sera absolument indispensable lors de l'interrogatoire du prisonnier. Le chef du clan et Sowol fixent tous deux l'homme avec une grande perplexité, ne comprenant pas les véritables raisons de cette exigence soudaine. Le chevalier avance silencieusement à travers la province du Guangdong à la lueur de la pleine lune, apportant avec lui des mystères cachés qui doivent être élucidés au quartier général provisoire du clan. La cour intérieure reste totalement déserte et plongée dans un silence absolu au cœur de la nuit. Derrière les portes coulissantes en bois de la résidence, les chefs se préparent à entamer la procédure secrète dans les cachots. L'escalier en bois descend vers le sous-sol sombre et humide où le prisonnier de la secte capturé est détenu sous haute surveillance. Dans la salle d'interrogatoire, le membre de la secte aux cheveux blancs est solidement ligoté au milieu de la pièce, surveillé de près par Jinchon et son garde. Le prisonnier âgé bave, le regard complètement vide et fou, témoignant des terribles effets du lavage de cerveau pratiqué par la secte. HW entre dans la pièce, et Jinchon l'accueille en lui disant que le prisonnier correspond exactement à ce qu'il avait prédit auparavant. Il explique que les membres de cette secte démoniaque sont soumis à une restriction mentale qui rend impossible tout type d'interrogatoire classique. Notre héros se contente d'acquiescer d'un signe de tête et confirme qu'il sait exactement ce qui se passe avec cet homme. Le chef lui dit qu'il lui demandera plus tard comment il sait tout cela et lui donne la permission d'agir pour tenter de briser le verrou mental du prisonnier. HW s'approche du vieil homme et pose sa main directement sur son front, concentrant son énergie pour lancer le processus. Il pense que, comme il était faible par le passé, la secte a utilisé des techniques bizarres, atypiques et hétérodoxes pour créer ces blocages mentaux. Le jeune homme se souvient que ce verrou se compose d'un insecte venimeux qui provoque une douleur lorsqu'on parle, et d'une suggestion qui imprime des ordres dans l'esprit. Il sait que pour dénouer ce nœud, il doit faire circuler son énergie interne à travers les points d'acupuncture et la faire passer successivement par les 3 dentiers. Soudain, le prisonnier se met à saigner abondamment des yeux, du nez et des oreilles en raison de la rupture violente du blocage énergétique. Retirant sa main, HW annonce froidement qu'il a terminé la procédure tandis que le vieux prisonnier crache une grande quantité de sang sur le sol. Prévient-il. Il a touché le point principal du cerveau, ne laissant au prisonnier que 15 minutes de vie ou de lucidité avant qu'il ne meure ou ne devienne fou. Profitant du temps qui s'écoule, Jinchon s'approche rapidement d'un air intimidant et ordonne au prisonnier de décliner son nom et son grade. Le vieil homme balbutie qu'il s'appelle Y-Onongak et révèle qu'il est le redoutable chef d'unité des chiens noirs de la secte divine, un culte démoniaque. Son beau-père reste abasourdi de voir que cela a fonctionné, car même ses poisons de la vérité n'avaient pas réussi à faire céder le prisonnier, sans compter qu'il vient de découvrir qu'il s'agit d'un chef. Il exige de connaître la véritable raison pour laquelle le culte démoniaque s'en prend au clan Tang, et en particulier à la jeune Sowol. Le prisonnier murmure péniblement qu'il a appris qu'elle pourrait devenir un obstacle majeur au grand projet de cette personne. Le chef demande si l'ordre venait du chef du culte, mais le vieil homme le nie, affirmant que Dan Muxan et Sama Suryan ont agi de leur propre chef. HW écoute attentivement les noms révélés et commence à relier les faits aux souvenirs qu'il conserve de sa vie antérieure. Jinchon se penche vers lui et presse l'homme de révéler immédiatement en quoi consiste ce soi-disant grand projet. Le prisonnier âgé esquisse un sourire macabre et sanglant en révélant que le grand projet de cette personne mystérieuse est terrifiant. Il déclare que ce plan consiste en la destruction totale du Murim, créant ainsi un monde ensanglanté où chacun ne cherche qu'à assouvir sa propre vengeance. Jinchon pousse un soupir las et remarque que la folie sans fin de cette secte démoniaque maudite semble s'être réveillée. Le jeune homme observe en silence, le visage grave, sachant exactement quelle question cruciale il doit poser ensuite. Il se souvient que Samazu Ryan était la sorcière à l'œil fantôme, mais que dans sa vie antérieure, elle était maigre et chétive, raison pour laquelle il ne l'avait pas reconnue au premier abord. Notre héros se dit que le démon céleste souhaite la destruction du Murim, mais remarque de légères différences par rapport à ses souvenirs passés. Il demande la permission à son beau-père de poser une dernière question au prisonnier, et le chef du clan Tang autorise son gendre à faire comme il l'entend. HW fait un pas en avant et se penche vers le vieux prisonnier pour lui poser une question cruciale concernant leur chef. Il regarde le sectaire droit dans les yeux et exige de savoir à quel niveau de puissance se trouve actuellement le chef de la secte démoniaque, qui saigne abondamment.
Le prisonnier révèle avec difficulté que le chef de la secte a déjà atteint la redoutable limite du démon suprême. HW assimile cette réponse fracassante en silence, l'air extrêmement sérieux et concentré. Il estime que la limite du démon suprême équivaut au légendaire royaume de l'harmonie, une force qui dépasse l'entendement ordinaire. À l'extérieur de la résidence provisoire, la nuit avance, glaciale, dans les rues vides et sombres de la province du Guangdong. Le sang du vieux prisonnier continue de couler lentement sur le plancher en bois de la salle d'interrogatoire du sous-sol plongé dans l'obscurité. Young-ak laisse enfin sa tête retomber en avant une bonne fois pour toutes, perdant ses forces et mourant ligoté sur place. Jin-chon remarque qu'il a cessé de respirer, mais se dit soulagé qu'ils aient réussi à obtenir autant de réponses que possible. HW demande ce que son beau-père compte faire avec la secte, et le chef répond en souriant que son gendre semble impatient de le voir passer à l'action. Il explique qu'il adorerait s'en prendre à eux, mais qu'en l'absence de preuves tangibles démontrant que toute la secte a agi de concert, il ne reste plus qu'à en informer l'Alliance Murim. Le jeune homme écoute les justifications politiques de son beau-père et murmure d'un air pensif qu'il comprend la complexité de sa situation. Il reste perdu dans ses pensées pendant un instant tandis que Jin-chon l'observe du coin de l'œil, conscient que le jeune homme cache de nombreux secrets. Le chef se tourne vers la sortie et appelle le capitaine Yom, qui répond immédiatement, faisant preuve d'un respect absolu en attendant ses ordres. Jin-chon se contente d'un léger hochement de tête silencieux, donnant ainsi une instruction implicite à son subordonné. Le capitaine comprend tout de suite l'ordre de son maître et montre qu'il est prêt à s'acquitter de la tâche sans poser de questions. Yom s'incline respectueusement avant de quitter la salle d'interrogatoire silencieuse sous le regard vigilant de Chon-hui. Il traverse les rideaux Yao qui séparent les pièces et laisse les deux hommes seuls dans la chambre obscure pour qu'ils puissent s'entretenir en privé. Jin-chon explique qu'il a décidé de ne pas fouiller davantage dans les origines de Chon HW, mais exige qu'il réponde à une seule et unique question. Il lui demande comment il a pu connaître l'existence du verrou mental de la secte, un secret dont même le réseau d'espionnage du clan n'avait pas connaissance. Il précise clairement que l'excuse d'avoir entendu des rumeurs dans les ruelles ne tiendra pas la route, et notre héros admet que cela ne fonctionnera malheureusement pas. Son beau-père affirme qu'il ne se méfie pas de son gendre, mais prévient qu'un étranger soupçonnerait facilement un lien entre ce dernier et la secte. Il explique qu'il doit connaître la véritable raison afin d'éviter tout malentendu inutile lors de la transmission des informations à l'Alliance Murim. Chon HW fixe l'homme d'un regard pensif et très sérieux, sachant que le moment inévitable de prendre une décision majeure est arrivé. Il se dit en silence qu'il n'aurait jamais imaginé devoir révéler la vérité, car une histoire de voyage dans le temps semble bien trop absurde. Mais si les choses continuent ainsi, avec la menace imminente que représente la secte, il sait qu'il doit l'avertir au plus vite de tout ce qu'il demande à son beau-père de croire sans poser de questions. Car même si cela peut paraître absurde, chaque mot prononcé sera la vérité absolue. Voyant le sérieux de son gendre, Tang Jin-chon acquiesce immédiatement et se prépare à entendre ce récit surprenant. Notre héros ferme les yeux un bref instant, prenant une profonde inspiration pour tenter de parler de sa régression de manière claire. Il tente d'ouvrir la bouche pour commencer à raconter toute la vérité sur sa vie antérieure, mais se fige complètement au moment de parler. Jin-chon attend en silence, les bras croisés, observant l'attitude soudainement hésitante de son gendre. Le chef de clan remarque le silence gêné du jeune homme et le fusil du regard, mêlant suspicion et grande curiosité quant à ce qui s'est passé. Il appelle Chon HW par son nom pour tenter de le sortir de cette étrange transe, ne comprenant pas la raison de son mutisme soudain. Le jeune homme se met à transpirer à grosses gouttes et se rend compte que sa bouche est bloquée, incapable d'émettre le moindre son. Soudain, son cœur se met à battre de manière absurdement violente et douloureuse dans sa poitrine, le plongeant dans la terreur. Il écarquille les yeux, submergé par un terrible sentiment de panique, incapable de comprendre ce qui arrive à son corps. Chon HW titube et se serre la poitrine, pris d'une douleur intense, ce qui pousse son beau-père à s'approcher, inquiet, pour lui demander ce qui s'est passé tout à coup. Le jeune homme se met à halter désespérément, ressentant une pression suffocante qui semble lui serrer la gorge. Il serre les dents de toutes ses forces tandis que de la sueur froide lui coule sur le visage, luttant contre cette barrière invisible et mystérieuse. Notre héros réalise avec effarement que son esprit tente de formuler des mots, mais que quelque chose dans son subconscient bloque complètement sa parole. Il écarquille les yeux, submergé par une horreur absolue alors qu'il sent son propre esprit contrôlé par une force entièrement extérieure. Le jeune garçon en arrive à la conclusion effrayante que la seule explication logique à ce phénomène étrange est qu'une restriction mentale lui a été imposée. Il sait que les restrictions sont des sorts de manipulation mentale complexes, impossibles à appliquer en secret sans qu'il s'en aperçoive. Il se demande qui a fait cela, quand et comment il n'a rien remarqué, se demandant s'il a été victime d'une nouvelle technique qui a effacé ses souvenirs. Jin-chon saisit fermement les épaules de l'homme et lui ordonne de le regarder, sortant ainsi Chon HW de cette terrible transe de panique. Ce dernier s'excuse en expliquant que les mots lui sont restés coincés dans la gorge, mais son beau-père n'y prête pas attention et lui dit de ne pas se forcer à parler de ce qui lui est difficile. Chon HW garantit fermement que son passé ne nuira jamais au clan ni à Seoul, et l'homme répond qu'il comprend et accepte son serment.
Le chef déclare qu'il a déjà trop épuisé son gendre blessé et lui dit d'aller se reposer, recevant en retour une légère révérence d'adieu. Le jeune homme quitte le sous-sol avec une expression extrêmement sombre et troublée, tourmenté par le mystère qui entoure son esprit verrouillé. Le manoir provisoire replonge dans le silence de la nuit, laissant planer dans l'air de cruels doutes et les secrets de notre héros. Déjà dans ses appartements, vêtu d'un pyjama blanc, Sean HW est assis sur son lit, l'air très inquiet. Il se dit qu'il avait déjà trop de soucis en tête, et que ce problème inimaginable a fini par lui embrouiller les idées. Le jeune homme inspecte son propre corps en faisant circuler son chi, mais ne remarque aucune anomalie. Il en conclut qu'il ne pourra pas dissiper le sceau, même s'il progresse. Il en déduit que la restriction l'empêche uniquement de parler de régression temporelle, ce qui indique que celui qui a fait cela est un être bien au-delà d'un simple humain. Il s'interroge sur l'immense niveau de divinité requis pour que quelqu'un dispose de l'autorité nécessaire pour renvoyer un être humain dans le passé. Le jeune homme se demande si ce silence imposé n'est pas le karma et le prix qu'il doit payer pour avoir défié les lois célestes afin d'obtenir une seconde chance. Il serre les dents et ferme les yeux un instant, acceptant la douloureuse réalité qu'il devra garder ce secret pour lui seul, pour toujours. Soudain, le bruit de la porte qui coulisse fait sursauter le jeune homme, interrompant brusquement ses pensées profondes et tendues au cœur de la nuit. Sowell ouvre lentement la porte de la chambre, vêtue d'une légère robe de chambre blanche, l'air assez timide et hésitant. La jeune fille esquisse un doux sourire, les joues rougissantes, et demande très gentiment si son fiancé a un moment pour discuter avant d'aller se coucher. Il sursaute et lui fait remarquer qu'elle est audacieuse d'entrer dans la chambre d'un homme en pleine nuit, la mettant en garde contre ce que penserait son père s'il l'apprenait. Sowell répond qu'elle l'a attendu toute la nuit et qu'elle s'est sentie seule parce qu'il est allé directement dans sa chambre sans même la saluer. C'est donc pour cela qu'elle est venue le chercher. La jeune fille sourit d'un air triomphant et demande si cela répond à ses doutes, laissant notre héros complètement sans voix et trop gêné pour répliquer. Sean HW s'excuse et explique qu'il aurait dû la voir plus tôt, prétextant que son esprit était trop encombré et qu'il n'avait pas la tête à réfléchir clairement. Elle lui demande si l'interrogatoire s'est mal passé, mais il répond que tout s'est bien déroulé, tout en admettant qu'il lui est extrêmement difficile de répondre en toute honnêteté. Avec une expression triste et blessée, Sowell le regarde dans les yeux et lui demande s'il ne va vraiment pas lui dire ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, il lui assure qu'il lui fait confiance, mais explique qu'il s'agit d'une simple affaire pour laquelle il ne veut pas qu'elle s'inquiète pour rien, en lui garantissant qu'il n'y a absolument aucun danger. Le jeune homme adresse un sourire très doux et réconfortant à sa fiancée pour la rassurer, essayant d'alléger l'atmosphère tendue qui s'était installée. Sowell l'observe en silence pendant une seconde, le regard tendre, analysant les paroles et la sincérité dont fait preuve son fiancé. La jeune fille tend doucement la main et la pose sur l'épaule du jeune homme, l'appelant par son prénom d'une voix très affectueuse et calme. Sowell s'installe confortablement sur les genoux de Sean HW, se blottissant contre lui et le regardant d'un air doux et compréhensif. Elle tend la main et caresse tendrement le visage de son fiancé, le prenant complètement au dépourvu par ce geste. La jeune fille dit qu'il est tragique qu'une blessure à la poitrine soit facile à soigner avec du poison, mais qu'il n'existe aucun poison capable de dissiper l'angoisse qui habite son cœur. Elle trouve ironique et drôle que, même en possédant ce corps spirituel empoisonné capable de tout faire grâce aux toxines, elle ne puisse pas l'aider sur ce point. Le jeune homme la regardait, l'espace d'une seconde, se souvient de l'ancienne version de sa fiancée, aux cheveux blancs et au visage marqué d'une cicatrice frappante. Sean HW la contemple avec un regard extrêmement tendre et les joues légèrement rougies, touché par sa profonde sollicitude. Il serre sa fiancée dans ses bras avec tendresse et remarque doucement qu'il est drôle de voir comment celui qui était censé la réconforter a fini par être réconforté par elle. Sean HW lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce dont il a besoin, c'est d'elle et non de son pouvoir. Il avoue que la simple vue de celle-ci redonne de l'espoir à son cœur. Sowell plaisante en disant qu'elle adore le voir aussi expressif. Mais le jeune homme rétorque que rien ne vaut le moment où elle s'est jetée sur ses genoux juste après leur fiançailles. La jeune femme se contente de sourire, les joues rougies par l'amour, regardant son fiancé avec un sentiment d'immense bonheur et d'unité entre eux. Elle se rapproche encore davantage, comblant complètement la distance entre leurs visages, tandis que le jeune homme l'observe, un peu nerveux. Sean HW balbutie, lui demandant si elle a bu quelque chose, et lui fait remarquer timidement qu'elle semble exceptionnellement proche de lui aujourd'hui. Sowell se contente d'arborer un petit sourire mystérieux et murmure le nom de son fiancé, entretenant ainsi cette atmosphère d'intimité extrême entre eux. Assise sur ses genoux, elle lui demande sans détour s'il se trouve que, par hasard, il fréquente une autre femme à son insu. À cet instant, notre héros reste complètement paralysé et profondément sous le choc face à cette question directe, incapable de manifester la moindre réaction.